Bonsoir à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez sur la nouvelle chaîne ivoirienne, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de NCI 360, le magazine de la rédaction qui passe en revue l'actualité de la semaine. Ce soir, nouveau coup de projecteur sur la situation des 46 soldats ivoiriens toujours détenus au Mali. Pour quelle raison la libération des soldats ivoiriens détenus à Bamako tarde-t-elle ces dernières semaines? L'activité diplomatique autour de leur cas a été intense et certaines sources affirment même avec assurance que l'issue favorable n'était plus qu'une question de jours. Alors qu'est-ce qui coince? Nous en parlerons avec nos invités en plateau ce soir. Au menu également, ce soir, l'économie. Beaucoup de pays africains traversent une crise économique marquée par une inflation record de 2 chiffres. C'est notamment le cas du Ghana voisin qui vit par ailleurs une dépréciation de sa monnaie, le cedi. On s'interroge alors ce soir sur notre modèle économique. La Côte d'Ivoire est-elle plus résiliente que ses voisins? Pour en parler, nous serons en duplex avec Dr Marius Hachi. Il est économiste en chef chez Bloomfield Investment Corporation. Dans l'actualité politique ce soir, on évoquera les enjeux du nouveau code électoral et bien sûr la révision de la liste électorale. En fin d'émission, vous et nos analystes pourrez commenter, analyser et décrypter le mercato politique marqué par l'arrivée au PDCI-RDA cette semaine de Niamien Konan. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci d'avoir accepté notre invitation. Avec moi en plateau ce soir, Antoine Assalé Timoko, journaliste directeur général de l'Éléphant déchaîné, député maire de Tiasalé. Docteur Sylvain Nguessan, analyste politique, directeur de l'Institut de stratégie d'Abidjan. Docteur Arthur Banga, historien, analyste politique. Sylvain Guédé-Débailly, journaliste, rédacteur en chef de Connexion Ivoirienne.net. Landry Couillot, juriste, analyste politique. Et Monsieur Dao, qui est enseignant et analyste politique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à vous, chers invités. Bonsoir. Bonsoir. Bientôt 4 mois que les 46 militaires ivoiriens ont été arrêtés et détenus toujours à Bamako au Mali. Après plusieurs médiations dans le cadre d'un règlement par voie diplomatique, les autorités maliennes semblent souffler le chaud et le froid. Pourquoi les militaires ivoiriens ne sont toujours pas libérés alors qu'ils étaient annoncés à Abidjan il y a quelques jours? Y a-t-il de nouveaux points d'achoppement? On fait le point avec Pierre Dipomelin et on en parle avec vous, messieurs, dans quelques instants. Après les ballets diplomatiques ponctués par des médiations, on assiste maintenant à un silence de cathédrale dans l'affaire des 46 soldats ivoiriens détenus par la junte malienne. Et pourtant, leur libération était devenue un acquis pour les autorités ivoiriennes. Le président Alassane Ouattara avait même indiqué qu'une issue heureuse avait été trouvée. Pour les Ivoiriens, ce n'était que juste une question de temps. Assimi Goïta ayant lui-même rassuré les autorités ivoiriennes de la libération sans condition des militaires ivoiriens, détenus depuis 3 mois dans les geôles maliennes. Face à l'impasse, plusieurs questions. Assimi Goïta et ses hommes ont-ils tourné le Kazakh? Les autorités maliennes ont-elles posé de nouvelles conditions? L'affaire des 49 militaires, dont 3 femmes libérées pour des raisons humanitaires, connaît de multiples rebondissements. Les autorités maliennes avaient souhaité un échange de bons procédés avec les hommes politiques maliens, exilés en Côte d'Ivoire, après le putsch qui a renversé Ibrahim Boubacar Keïta. Un putsch orchestré par les tenants actuels du pouvoir de Bamako. Après l'échec de cette requête, Assimi Goïta et ses hommes sont revenus à la charge, exigeant des excuses publiques du gouvernement ivoirien, requête à nouveau rejetée par Abidjan, qui dit ne pas se reconnaître dans une telle tentative de déstabilisation du pouvoir malien, rappelant que les militaires ivoiriens étaient au Mali pour satisfaire à une mission onusienne, même si des problèmes administratifs ont bien existé. Le pouvoir malien semble privilégier la carte de la justice, qui devra juger et certainement condamner les 46 militaires qui partagent les mêmes charges avec les 3 soldats libérés pour des raisons humanitaires. Monsieur, est-ce qu'il est convenu de dire qu'il y a un silence qui inquiète autour de cette affaire? Ils étaient annoncés pour être à Abidjan les jours à venir et plus rien, on n'entend plus rien, et du côté de la partie malienne et du côté des autorités ivoiriennes. Arthur Banga? Oui, c'est normal que ce silence inquiète les Ivoiriens et même tous les observateurs de la situation parce que silence suppose blocage, suppose qu'on n'avance pas assez. Même si ces derniers jours, on a vu quand même des commentaires dans la presse internationale notamment. Mais c'est révélateur aujourd'hui de l'embarras ou du manque de vision de la junte malienne qui ne sait pas quoi faire aujourd'hui. Parce que tout ce qu'elle pouvait, dans son populisme, espérer du régime ivoirien, c'est-à-dire l'aide d'excuses, renvoyer, trahir notre tradition d'hospitalité, n'a pas été obtenu. Donc, ils sont dans une situation où il leur faut forcément un gain par rapport à tout ce qu'ils ont dit depuis des mois, ou bientôt 4 mois, et ils n'obtiennent pas ce gain.
Et pour eux, il ne faut pas perdre la face. Donc, il faut forcément, pour la junte malienne, trouver l'équilibre pour pouvoir surfer ou brandir une victoire en échange de cette prise d'otage. Et malheureusement, pour eux, mais heureusement pour les Ivoiriens, notre gouvernement, il est ferme. Il est très ouvert à la discussion, il le montre, mais il est ferme parce qu'on ne peut pas reconnaître, renoncer à l'agression d'un pays puisqu'on n'a jamais pensé à cette agression. On a déjà des cadres qui sont la CEDEAO et la NAD qui garantissent ces accords, il n'y a pas à remettre. On ne peut pas renoncer à notre tradition d'hospitalité. Donc finalement, la junte malienne aujourd'hui veut forcément un gain qu'elle n'arrive pas à obtenir et donc elle va toujours chercher de quoi pouvoir trouver ce gain. Mais moi, je pense qu'on doit rester serein et confiant. Ne pas céder à la panique et faire confiance à nos autorités qui ont quand même une vision très claire de ce qu'elles veulent et de ce qu'elles feront pour obtenir la libération de nos 46 militaires qui sont malheureusement pris en otage par une junte malienne qui cherche encore des bénéfices sur cette affaire. Antonin Saleh-Timongo. Effectivement, je partage l'analyse d'Atu. La situation est assez bizarre. Il n'y a plus de commentaires ni du côté d'Abidjan, ni du côté de Bamako, encore moins du côté des médiateurs qui se sont succédés dans la recherche des solutions à ce problème. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a dernièrement un confrère qui est le correspondant de RFI à Bamako, Saïd Daniel, qui actuellement est très bien informé, qui a dit que Bamako aurait envoyé un document confidentiel à Abidjan dans lequel un certain nombre de revendications nouvelles sont introduites. Notamment une qui concerne le fait que la Côte d'Ivoire devrait prendre l'engagement écrit de ne pas déstabiliser le Mali. De ne pas faire de représailles. De représailles après que nos soldats auraient été libérés. Bon, on ne sait pas si la revendication est vraiment officielle, mais dans tous les cas, le confrère pense que c'est l'une des revendications. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que nous sommes dans un système où le régime malien est un régime qui est un régime de coup d'État et qui s'inscrit dans une démarche populiste. Or, vous savez très bien que les régimes populistes ont besoin de deux choses pour survivre. Il faut qu'il y ait un ennemi extérieur, qu'il soit imaginaire ou réel, et des personnes à l'intérieur qu'on considère comme des saboteurs, qu'on considère comme des complices ou bien des collabos. Alors, ils ont présenté la fête malienne comme la volonté de la France, en passant par la Côte d'Ivoire, de déstabiliser le Mali. Et donc, ne pas gagner dans cette affaire sur la Côte d'Ivoire en libérant nos soldats, c'est pour eux une défaite interne et ils ont besoin de satisfaire leurs revendications internes. Et par conséquent, ils sont bloqués eux-mêmes. Parce que jamais la Côte d'Ivoire ne cédera à tout ce qu'ils demandent, notamment les institutions publiques, et à s'engager par écrit à ne pas déstabiliser, comme si la Côte d'Ivoire avait une volonté de déstabiliser le Mali. Donc l'affaire est devenue compliquée, non pas parce que le gouvernement ivoirien n'a pas fait ce qu'il fallait, mais parce que les Maliens eux-mêmes ne savent plus quoi faire. Ils ont judiciarisé le dossier. En même temps, ils disent qu'ils veulent une solution diplomatique. Alors, on ne peut pas être dans une démarche judiciaire et à la fois diplomatique. La diplomatie a fait tout ce qu'elle pouvait faire. Là-dessus, ils ont pris une décision de libérer. Finalement, ils ont pris une autre décision. Est-ce qu'on va au procès pour faire condamner les soldats ivoiriens pour que par derrière, il y ait une grâce présidentielle pour dire que non, c'est le Mali qui a fini par gagner, le président a gracié et par conséquent, la jeune s'en sort vainqueur. C'est dans ça qu'ils sont. Et il faut qu'ils disent clairement ce qu'ils veulent faire finalement pour que nous, on puisse prendre une décision au niveau de la Côte d'Ivoire par rapport à la décision officielle qu'ils pourraient prendre. D'accord. Sylvain Débailly, parce qu'on a deux Sylvains sur ce plateau ce soir. Oui, effectivement. Merci Ali. Sur ce problème-là, je dirais que nous avons assez dit, nous avons assez supputé. Je pense que c'est mieux ainsi. Vous avez évoqué tout à l'heure le silence. Moi, je préfère que ça soit dans le silence. Parce que les clameurs se sont maintenant tus et le moment est propice pour régler ce problème-là par la voie diplomatique. On a dit ici que nos soldats étaient proches de la libération. On a dit ici qu'il y avait des avancées dans les discussions. Mais on se rend bien compte qu'au constat, 4 mois après, nos soldats, les 46, sont toujours détenus. À mon avis, il faut s'interroger. Soit, sur ce problème-là, on ne nous a pas dit toute la vérité, ou alors, si on nous a dit toute la vérité, il y a que personne ne veut sortir la tête basse de ce problème-là. Et donc, je pense que le temps actuel, dans le silence, c'est beaucoup plus, on est beaucoup plus
dans la solution que par le début. Le début, c'était vraiment Tendu. c'était les attaques ici. Sur les réseaux sociaux, on n'en pouvait plus. Aujourd'hui, je pense que le silence vaut mieux. Il vaut mieux régler le problème dans le silence que de le mettre au grand jour. Donc, moi, ça me convient. Hein. Le silence existe depuis quelques semaines, hein, mais le problème n'en est pas Oui, pour mais ça ne autant veut pas dire résolu. qu'il n'y a pas de tentative de résolution. Très bien. Il y a toujours les approches diplomatiques qui demeurent, même si on ne nous dit pas tout, même si on ne communique pas assez là-dessus, mais quelque chose se fait. Hein. En tout cas, moi, c'est mon point de vue. Très bien. Docteur Sylvain Nguessan, l'œil de la prospective, comment cette affaire pourrait se terminer? Bon, moi, contrairement à M. le maire Abanga, le silence des autorités ivoiriennes me rassure. Depuis le début de cette affaire, Abidjan n'a pratiquement pas haussé le ton. Hein. Un premier communiqué avec son expression le plus rapidement possible, quelque chose comme ça qui a fait... Sans délai. Sans délai, qui a fait le C'est tour de l'expression la sans part. délai. Après, il y a eu le porte-parole du chef d'état-major qui a expliqué un peu comment nos soldats se sont retrouvés là-bas et puis Abidjan est resté silencieux. Après Togo, non, on ne sait pas, mais le silence de la partie ivoirienne, moi, ça me rassure. Parce que jusque-là, Abidjan n'a posé aucun acte agressif. Abidjan essaie toujours de récupérer simplement. Abidjan n'a pas dans une dynamique offensive. Abidjan laisse Bamako traîner, fait ce qu'il peut, juste la médiation de ce côté-là. Moi, ça me rassure. Je crois que le régime de Bamako doit s'être rendu compte qu'il ne leur reste pas assez de munitions. Et après la tribu de l'ONU, ils ont eu accusé toute la planète, ambassadeur de France, Barkhane, Côte d'Ivoire, contingent danois, il ne doit pas leur rester beaucoup de choses. Donc il reste maintenant au régime de Bamako de se rendre compte qu'ils doivent opérer leur mutation, leur mue. Il n'y a plus d'ennemis à accuser. Dès que le libère les 46, il va falloir aller à la conquête du Nord. Et l'exemple, le voisin malien, nos cousins burkinabés sont en train de donner des exemples. Pas des marches, pas des drapeaux russes. On cherche juste des volontaires qui sont prêts à aller mourir pour leur patrie, au nord, au centre, à l'est. C'est de ça qu'on a besoin. Et je pense que c'est un exemple qui devrait faire école, par exemple au Mali, qui est devenu malheureusement un terrain d'entraînement des terroristes qui se battent. Depuis combien de mois maintenant? Au début 2020, il y a eu ce genre de choses. Mais là, c'est récurrent. Toute une semaine en train de se battre. Le mouvement terroriste, sans que l'armée ne puisse intervenir. Bref, ce que je vois, la fin de cette affaire, le Mali sera obligé, 4 mois après, s'ils avaient des éléments de preuve, ils les auraient sortis depuis. Voilà, s'ils n'ont pas sorti contre enfin, je ne suis pas français, contre la Côte d'Ivoire, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'éléments de preuve. On a mis les premiers discours pour soulever les militants, etc. Ils devront être libérés. Ils ont compris beaucoup de choses, 4 mois après, que le monde est vieux. La Côte d'Ivoire, c'est quand même, on en verra tout de suite, tout à l'heure au niveau de l'économie, ce n'est pas un voisin qu'on peut tant banaliser. Ils se sont rendus compte de beaucoup de choses. Maintenant, c'est eux-mêmes qui procèdent. Si on s'en tient à la note de Serge Daniel, non, bon, il y a eu des choses, mais il faudra laisser passer, que ça fasse partie du passé, que ce ne soient pas les leviers qui vont donner avant, guider, qui vont servir de paradigme. Alors, aux relations entre le Mali et la Côte d'Ivoire, elles sont tombées. Il y a eu des erreurs de part et d'autre, il y a eu des manquements, il y a eu des dysfonctionnements, mais essayons de regarder devant. Je pense que le Mali va travailler à ça et il devrait quand même comprendre qu'après cette opération-là, passons aux élections avec un régime civil, que la CEDEAO puisse s'organiser pour aller dans le nord repousser ces mouvements terroristes qui, vraisemblablement, sont à l'aise sur le territoire malien. Très bien. Landry? Merci bien, Ali. Je suis conforté dans la position selon laquelle nous avons 2 États qui connaissent cette crise, mais où il y a l'intelligence du gouvernement ivoirien qui contraint aujourd'hui le gouvernement malien à trouver une solution diplomatique, et ce, dans le silence. Convenez que, contrairement aux premières semaines, on n'entend plus de déclarations tapageuses, surtout de la part des Maliens, et qu'aujourd'hui, dans le silence actif, bien sûr, on tente de trouver une solution. Il y a une règle d'or en matière de négociation, au niveau même national et international, c'est de veiller à ce que les partis sortent grandis, qu'il n'y ait personne qui soit humilié. C'est cette solution que l'on tente certainement de trouver la forme en matière de diplomatie, compte autant que le fond. Et c'est bien sûr ce qui expliquerait, bien sûr, ce temps de latence qui
certainement peut gêner, inquiéter les populations, mais sans être prolixe en parole, il va falloir faire confiance. Nous avons 2 États qui connaissent une proximité des frontières géographiques, qui connaissent une cohabitation des populations depuis des siècles, n'est-ce pas? Leur histoire se mêle et s'entremêle. Même l'histoire moderne de ces pays-là sont confondues avec la création du PDCI-RDA à Bamako. Donc, du RDA, à Bamako. Donc, il est important de considérer que l'on cherche à ne point humilier qui que ce soit et que chacun puisse sortir au moins grandi dans cette affaire. Ce n'est pas aussi aisé que ça de trouver la bonne formule parce que dans tous les cas, nous sommes dans un monde où il y a un dynamisme au niveau de l'information, où chacun s'approprie l'information et en fait le commentaire. Mais je crois avec intime conviction que nos soldats sortiront et ils sortiront avec la manière de sorte à ce que nous puissions apurer ce passif et permettre à ces 2 pays de continuer sur de meilleurs auspices et par la suite accompagner, comme disait Sylvain, le Mali à la normalisation de la vie politique et institutionnelle en leur permettant de regagner l'entièreté de leur territoire pour le sécuriser et permettre donc aux populations maliennes de vivre en parfaite sécurité. D'accord. Dao Sekou ? Oui, merci bien Ali. Moi, en ce qui me concerne, je suis très rassuré même par le silence que nos autorités observent. Tous les stratèges militaires vous le diront. La bonne attitude à adopter dans des négociations entre armées, c'est d'observer la loi de l'omerta. C'est très important. Dans ce sens que lorsque cette loi n'est pas observée, on se perd en conjecture, on dit tout va dans tous les sens. Et dans ces conditions-là, des gens peuvent tenir des propos déplacés qui peuvent encore exacerber les tensions existantes. Donc je pense que ce silence que j'observe là est à saluer. Et je suis sûr que les discussions sont en cours, les pourparlers sont en cours pour trouver une issue heureuse à cette crise-là. Vous savez, nos dirigeants ont fait preuve depuis le début de la crise de responsabilité qu'il faut saluer d'ailleurs. Ce n'est pas des autorités qui sont dans la belligérance jusqu'au boutiste, c'est des autorités responsables qui savent que l'escalade est à éviter, donc elles œuvrent par tous les moyens de trouver des solutions pacifiques pour que les 2 parties sortent gagnantes de cette histoire. Il faut le dire, il y a une guerre d'ego dans ce qui se joue actuellement au Mali. Il y a une guerre d'ego, il ne faut pas négliger cela. Les Maliens ont géré cette histoire avec émotion. Ils ont parlé au début des mercenaires et dans le fil de l'action, ils se sont rendus compte que ce ne sont pas des mercenaires. Mais comment revenir en arrière sans pour autant paraître ridicule aux yeux de leur population qui ont fait des héros, entre guillemets? Il faut trouver la parade. Et je pense que c'est à cet exercice-là que les 2 parties entièrement sont en train de s'adonner pour que chacune des parties, surtout la partie malienne, puisse sortir la tête grandie de cette crise-là. Très bien. Alors, nous avons M. Désiré Meto qui nous appelle de Yopougon. Pour lui, la Côte d'Ivoire doit passer à une autre étape, c'est-à-dire prendre des avocats pour aller défendre les militaires ivoiriens au Mali. Monsieur Meto, bonsoir. Oui, allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Votre réaction? Oui, ma réaction est la suivante. C'est que depuis l'arrestation des militaires ivoiriens au Mali, oui, pratiquement on se perd en conjecture. Il y a des démarches diplomatiques de part et d'autre, à travers le Togo, à travers la CEDEAO, ainsi que l'UA, et les autorités maliennes disent que c'est une affaire judiciaire, tantôt diplomatique. Alors moi, je propose ceci. Puisque cette démarche semble convenir, cette démarche juridique semble convenir aux autorités maliennes, pourquoi ne pas nous prendre des avocats pour aller défendre nos militaires? Parce que c'est sur ce champ qu'ils voudraient nous entraîner. Donc il faut prendre des avocats pour aller les défendre, parce que depuis longtemps, on ne parle que de libération et on n'a pas le coup de France par rapport à cette libération effective. Donc il faut qu'on prenne des avocats. Nous sommes un pays de droit. S'ils veulent aller sur le plan juridique, on s'en va sur le plan juridique, parce que généralement en Afrique, on dit qu'un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Et donc il faudrait bien que, s'ils ne veulent pas d'arrangement, mais qu'on aille sur le plan juridique, qu'on prenne des avocats pour aller défendre nos militaires et que on trouve une solution. Ce que la justice malienne va décider, on pourra rebondir par la suite. Très bien. Merci beaucoup, M. Meto. On a bien entendu vos propositions.
On va entendre notre juriste maison, Landry Couillot. De deux choses l'une. La première chose, c'est que lorsqu'au niveau du Mali, l'on décide de judiciariser l'affaire en disant très clairement qu'il s'agit de mercenaires, je tiens à dire qu'au niveau des dispositions internationales, lorsqu'on a affaire à des mercenaires, on n'a même pas besoin d'organiser un procès. On n'a même pas besoin d'organiser un procès. Donc si on veut donc compliquer l'affaire alors qu'on peut faire simple, c'est parce qu'en réalité, on n'a pas envie d'aller jusqu'au bout. On veut gagner du temps parce qu'un procès, ça prend du temps. Deuxième chose, sur le même chef d'accusation, il y avait 49 soldats. Et on prétend que sur la base des questions humanitaires, on en libère 3. À ce que je sache, aucune des 3 soldates revenues à Abidjan, il n'y avait aucune qui souffrait réellement d'une maladie invalidante. Elles sont revenues en bonne santé. Donc la question humanitaire ne tient pas. Troisième chose, c'est qu'on ne peut pas non plus faire le jeu du Mali en dépêchant des avocats à Bamako. Nous rentrons dans leur jeu et à ce moment-là, on perd le contrôle. On perd l'avantage de maintenir l'affaire sur le plan diplomatique. Donc, par voie de conséquence, si Abidjan a décidé de ne pas dépêcher des avocats, alors que des avocats, nous en avons à foison et de compétences internationales, c'est parce que nous savons qu'il n'y a donc pas en réalité de velléité de traiter l'affaire de manière judiciaire et qu'il va falloir rester sur la démarche diplomatique afin que ce problème soit réglé le plus rapidement possible. Donc, je sais que ça peut exaspérer, je sais qu'on peut devenir impatient, mais vous savez que dans toutes sortes de situations pareilles, la patience est de mise et il va falloir que nous fassions suffisamment confiance à nos autorités qui ont la capacité de pouvoir trouver bonne solution. Ce qui me rassure, c'est que jusqu'à présent, il n'y a pas un déclenchement, une accélération du processus ou du procès. Il n'y a pas, la procédure, elle est bloquée. Donc il va falloir croire en cette démarche-là et s'assurer que dans nos attitudes, dans nos propos, dans notre prise de parole et dans notre posture, nous accompagnons de manière utile ces deux gouvernements à trouver une solution diplomatique. D'accord. Arthur Banga ? Non, aller participer à un procès, il est gentil, Landry, mais c'est aller participer à la parodie malienne. Ça ne sera pas un procès. Oui. Ça sera juste de l'amusement pour à la fin sortir une condamnation. Il ne faut pas légitimer ça. Il faut les laisser, s'ils ont envie de s'amuser à faire un procès, il faut les laisser jouer tout seuls. Quand ils finiront de jouer, après, ils reviendront à la raison diplomatique, c'est-à-dire au mieux, soit le procès peut être une belle chose si derrière c'est pour redonner du pouvoir à Assimi Goïta en le présentant à travers une gaz comme un magnanime, ok, mais on les laisse jouer tout seul. On ne va pas participer à une parodie. On ne va pas légitimer ce qui s'apparente à vraiment de la parodie au sens le plus dur du terme. La deuxième chose, j'ai entendu sur ce plateau dire toute la vérité. Quand on est journaliste et qu'on a eu 4 mois dans une affaire, je pense qu'on a le temps d'avoir dit toute la vérité ou de la chercher. Si après 4 mois, notre ami Sylvain et ses connexions de la presse n'ont pas trouvé toute la vérité, au bout d'un moment, il faut laisser la vérité qui a été dite par les officiers ivoiriens. Les Ivoiriens n'ont caché aucune vérité, M. Sylvain. Vous êtes journaliste, après 4 mois, vous n'avez pas pu faire un début d'investigation pour montrer un début de faute. Il ne faut pas arriver sur ce plateau pour donner des échos à des mensonges qui sont dits jour et nuit. Ça, c'est même une attitude que nous ne pouvons pas trouver. On va y aller doucement, Arthur. Oui, mais quelqu'un qui parle par procuration. On va y aller tout doucement. Je ne fais pas un débat par procuration. Donc, quand je dis qu'on ne nous a pas dit toute la vérité, c'est parce que l'affaire traîne. D'accord. Sinon, une affaire dans laquelle tout est déjà clarifié, je ne pense pas que... Je reviens à vous tout de suite. Je le laisse terminer et je vous donne la parole. Les choses sont très claires. Il y a 46 Ivoiriens qui sont pris en otage. Parce que depuis le début, vous tenez la même logique, la même communication, mais rien n'avance là. Donc, vous ne pouvez pas m'accuser, moi, de ne pas avoir fait d'enquête et que pour cela... Messieurs les téléspectateurs, les internautes sont nombreux à nous suivre. Ils ont besoin de savoir ce qui coince. C'est la principale question de ce sujet qu'on aborde en première partie de l'émission. C'est pas à toi de dire mon opinion. Ça marche. Vous avez 30 secondes pour terminer. Ensuite, Sylvain aura la parole. Il faut arrêter de décrédibiliser nos autorités en venant dire non, laissez-le terminer, Sylvain Débaye. Ensuite, sur le silence. Le silence qui inquiète aujourd'hui, c'est ce silence diplomatique. Parce qu'on a eu un balai et aujourd'hui, on n'a plus rien. Donc, c'est normal qu'on s'inquiète. Sinon, le silence des autorités, tu l'as dit toi-même, docteur Sylvain Guessant, la Côte d'Ivoire n'a jamais fait de bruit plus que ça. C'est certains qui sont allés dans leur journal venir dire qu'il y a des mercenaires, c'est eux qui font du tapage. Nous, on a eu 1 ou 2 communiqués, on est resté constant dans notre façon de faire. Le silence aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus, on a les acteurs, les médiateurs, qu'ils soient
bilatéraux ou multilatéraux ne se prononcent plus. Voilà, c'est pour ça qu'on parle de silence. Mais ça, c'est clairement aujourd'hui, je l'ai dit en début, c'est parce qu'aujourd'hui, les autorités maliennes recherchent le gain à obtenir. Après avoir crié à tue-tête qu'il y a des mercenaires, vous n'allez pas quand même libérer des mercenaires comme ça. Et sans contrepartie, seulement la contrepartie, ils ne trouvent pas la façon intelligente de trouver une bonne contrepartie, donc ils cherchent encore. Très bien. Et quand ils trouveront... Très bien, Arthur Banga. Sylvain Debailly? Oui, je pense que Ali, dans ce problème du Mali, moi je l'ai toujours dit, que notre manière de parler, notre manière d'intervenir sur ce problème-là doit contribuer à libérer nos militaires. Quand Arthur Banga tient ce propos et qu'il m'accuse, moi, d'avoir une position pour crédibiliser des thèses, non, je ne suis pas ici pour crédibiliser des thèses. Nous sommes là pour faire une analyse. Et ce que je suis en train de dire, c'est sur la base des faits qui ont été observés jusque-là. Je dis qu'on a 4 mois et depuis 4 mois, nos militaires sont toujours détenus, malgré tout ce qui a été fait jusque-là, que ce soit la solution diplomatique, que ce soit d'autres solutions, on est toujours dans l'impasse. Donc, que faire? Mais moi, à mon avis, il y a encore des voies qui ne sont pas épuisées. Par exemple, la voie diplomatique. Toutes les voies ne sont pas encore épuisées. Il y reste que nos autorités prennent le courage d'aller à Bamako, aller chercher nos soldats. Cette voie, on n'a pas encore explorée. Jusque-là, ce sont des négociations par personnes interposées, le Togo notamment. Qu'est-ce que nous attendons, nous? Dans cette hypothèse, comment les choses se passeraient? La Côte d'Ivoire et le Mali n'ont pas encore rompu les relations diplomatiques. Le président de la République peut y aller. Il peut chercher à aller à Bamako et puis on verra bien ce qui va se passer. Il peut aller à Bamako. Et Bamako ne lui est pas interdit. Il peut donc chercher, soit par les négociateurs actuels, chercher une voie pour aller à Bamako, parler face à face avec Assimi Goïta. Il va libérer nos soldats. Cette voie n'est pas encore explorée. Donc du coup, il n'y a pas une question. S'il vous plaît, attention. Vous avez terminé, Sylvain? Arthur Banga, ce n'est pas celui qui dirige le débat. Sylvain Debailly. Oui, mais bien sûr. Vous avez terminé? Voilà. Vous avez terminé? J'ai terminé sur la Parfait. Landry Couillot? Je disais sur ce plateau ici, j'étais assis à cette place, quand au final, on a Assimi Goïta, illégitime, qui a besoin de gagner en légitimité face à son plus grand rival, celui à qui il en veut le plus, c'est le président Alassane Ouattara. Un dialogue direct l'arrange le plus. Il en a besoin. Soit la voie judiciaire, on le condamne, il obtient la grâce présidentielle, mais dans tous les cas, au final, in fine, il a besoin de se retrouver en face d'un président légitimement et légalement élu afin de gagner en cette légitimité internationale et sous-régionale. Ce dialogue direct-là, ce que je tiens à dire, ce dialogue direct, ce n'est pas à Alassane Ouattara de traverser la frontière, d'aller à Bamako et d'aller implorer en tenant le pied d'Assimi Goïta et de lui dire « Pitié, donne-nous nos soldats ». Nous serons d'accord qu'il y ait un terrain neutre et que sur ce terrain neutre-là organisé, nous puissions parler d'égal à égal. Mais pour ma foi, nous n'avons pas encore terminé d'épuiser tout. Parce que nous n'allons pas non plus nous servir de nos institutions afin de pouvoir légitimer qui que ce soit. Ça, c'est le pire des chantages, n'est-ce pas? C'est vrai qu'on nous dira qu'il s'agit de 46 ou de 49 vies humaines. Mais ma foi, il s'agit aussi d'un État. On ne peut pas, nous, en tant qu'Ivoiriens, dire M. Ouattara, traverser la frontière, aller à Bamako, aller supplier la grâce de M. Goïta. Autant nous ne dirons pas à Assimi Goïta, viens supplier ou bien viens faire ceci, cela. Nous ne pouvons que dire de manière très intelligente à ces deux présidents-là, c'est s'il y a la possibilité par un intermédiaire de trouver en terre neutre la possibilité de se parler, parlons-nous. Mais déjà, avec les officiels, les ministériels, avec tout ce que nous avons ici, on n'a pas besoin d'aller plus loin que ça. On a tout juste besoin de pouvoir parler de manière calme, de manière posée, sans accuser qui que ce soit. Je crois pour ma part qu'au départ, c'est une question de mauvaise appréciation des situations qui a viré dans une démarche politique où chacun voulait tirer parti. On se rend compte qu'aujourd'hui, la situation est bloquée, elle est bloquée surtout au niveau du Mali, parce que ce sont eux qui ont pris l'initiative. Ce sont eux qui ont pris l'initiative. S'ils n'arrivent plus à avancer, qu'on ait suffisamment de lucidité et d'humilité de dire on est allé un peu trop loin. Nous sommes un pays frère. L'avenir de nos deux pays, la sous-région, l'emporte sur nos égaux. Trouvons donc la solution afin que chacun puisse sortir, non pas la tête basse, mais la tête grandie. Et je voudrais que les Ivoiriens sachent une chose. Personne n'a intérêt à déstabiliser un quelconque pays. Et il faut surtout ne pas faire l'affaire des personnes qui, par derrière, souhaiteraient bien que la situation s'envenime afin d'atteindre de lugubres objectifs individuels. Très bien. Antonin Saleh-Tiemokoy, on va passer au prochain sujet. Allez-y. Non, ce que moi je voulais dire, c'est que il suffit d'observer le comportement des autorités maliennes pour comprendre que dans cette affaire, ils n'ont aucune intention de libérer les soldats ivoiriens.
Pourquoi? Parce qu'au départ, ils ont dit que c'était des mercenaires. Et donc, on les a inculpés pour plusieurs infractions. Mais jamais aucune preuve n'a été publiée. En faisant cela, ils pensaient que les autorités ivoiriennes allaient désigner des avocats qui allaient débarquer à Bamako pour aller plaider le cas. Les autorités n'ont pas réagi. Donc, sur ce chemin-là, ils ont été bloqués. Comprenez l'affaire qu'ils ont eue à la France, cette affaire de dire que la France déstabiliserait le Mali en soutenant, finançant les terroristes. Ils ont eu à quatre occasions, ils ont eu le moyen de faire la lumière sur cette affaire. Bien. Chaque fois qu'on leur donne l'occasion, ils ont trouvé le moyen de reporter à autre chose. C'est ça l'essence du populisme. Tant qu'à l'intérieur, ils ont besoin de montrer à leur peuple qu'ils tiennent les rênes et que l'extérieur leur veut du mal et qu'à côté, c'est la Côte d'Ivoire qui est le bras séculaire de la France. Tant qu'ils n'ont pas réussi à gagner dans ça, ils ne vont pas libérer les soldats ivoiriens. Ce que moi je pense, c'est que les autorités ivoiriennes sont dans la dynamique. Et de temps en temps, il va falloir aussi qu'ils donnent des gages, qu'ils montrent des choses, qu'ils montrent des signes d'agacement. Parce que rester dans le silence ainsi, c'est au quotidien l'humiliation que la Côte d'Ivoire subit. C'est une humiliation qu'on subit chaque jour. À l'interne, ça leur profite. Mais ici, en Côte d'Ivoire, le pouvoir se retrouve dans une situation où les Ivoiriens s'interrogent si est-ce que Debaye dit prend ce sens-là. Parce qu'à force de ne pas réagir à un certain niveau, on va finir par croire que les autorités ivoiriennes ont quelque chose à cacher dans cette affaire et qu'elles sont dans la position de faiblesse et qu'elles ne peuvent rien dire. Il va falloir qu'on donne des gages aux Ivoiriens pour démontrer qu'on est dans la position de force et qu'on peut faire... Ça pourrait ressembler à quoi un gage d'agacement de la part du gouvernement ivoirien? On rappelle notre ambassadeur. Comment aux Maliens, ça commence à devenir trop. Cela va contribuer à monter l'escalade encore une fois. Sûr, mais pourquoi on donne les signes pour montrer aux Maliens qu'ils ne peuvent pas continuer à maintenir nos soldats en otage? D'accord. Dao Sekou? Oui, rapidement. Moi, je pense que... Absolument. Il faut observer cette question avec circonspection et la traiter avec tact. Que la légitimité des autorités maliennes soit réelle ou pas, ce sont elles aujourd'hui qui tiennent les rênes du pouvoir au Mali. Ce sont nos seuls interlocuteurs. C'est avec les autorités que la Côte d'Ivoire peut discuter. Donc je pense que dans le cas d'espèce, il va falloir... moi, je salue l'attitude des autorités ivoiriennes. Le fait qu'elles se calment, qu'elles abordent la chose avec beaucoup de tranquillité et beaucoup de responsabilité. Le Mali sait que la Côte d'Ivoire ne va jamais aller sur le terrain de la confrontation directe, la confrontation armée. Elle le sait. Et la Côte d'Ivoire n'a pas cette culture de violence, cette culture belliciste et belliqueuse. C'est un pays de paix, dirigé par un homme de paix qui ne va jamais s'engager sur cette voie-là. Les autorités maliennes le savent. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui, Assimi Goïta veut sortir la tête haute de cette crise-là. Il a trop parlé, il a montré à sa population qu'il est un héros. Que faut-il faire pour ne pas perdre la face dans ce face-à-face tendu avec la Côte d'Ivoire? Je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, moi, je pense que les autorités ivoiriennes devraient continuer dans leur posture, observer la loi de l'Omerta, poursuivre pour parler en silence, de sorte à trouver une solution, in fine, pour ne pas que le Mali se sente humilié. Parce que lorsque les autorités maliennes se verront humiliées dans cette histoire-là, elles vont toujours continuer à garder nos soldats. Or, il est impérieux que nous fassions tout pour que j'ai pas fini, s'il te plaît, pour que nos militaires puissent regagner leur domicile, pour qu'ils puissent regagner leur famille. Moi, je pense que la belligérance, l'attitude conflictuelle ne pourra pas gérer la situation. Très bien, on va passer à un autre sujet. Ce sera après cet appel de M. Komoé qui nous appelle de la France. M. Komoé, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Nous vous écoutons. Je sais pas si vous m'entendez. On vous entend très bien, rapidement, votre développement. Ok, donc moi je veux quand même noter l'incohérence et l'inconstance de la junte malienne. Je suis quand même désolé de le dire parce que nous sommes tous africains. Dès le début, ils ont dit que nos soldats sont des mercenaires. Donc logiquement, si vous estimez que ce sont des mercenaires qui sont partis dans le but de déstabiliser votre pays, logiquement vous devez les arrêter, les inculper et les juger, puis les condamner. On pourra vous dire, après, la diplomatie s'y est mêlée, donc on a changé le paradigme. Non, mais quand on dit qu'on est cohérent, envers soi-même, je pense qu'il faut aller au bout de ce qu'on veut. D'accord. Où voulez-vous en venir? Oui, non, ce que je veux dire que cette junte est vraiment incohérente, et donc nous leur demandons de libérer sans délai. Moi, je vais même rappeler le sans délai du gouvernement ivoirien, sans délai nos soldats, parce que ce ne sont pas des mercenaires. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara l'a plusieurs fois martelé. Le gouvernement ivoirien dans sa démarche, et je suis tout à fait d'accord avec le docteur Sylvain Nguesson, et le gouvernement ivoirien a été vraiment très professionnel dans sa démarche.
Donc, ce que je veux dire, c'est que cette junte est incohérente depuis le début de cette histoire et nous demandons de libérer nos soldats sans délai. J'appuie sur le sans délai. On vous a bien entendu. Je dire. Merci beaucoup, M. Komoué. Je rappelle que vous nous appelez depuis la France et pour vous, il y a une certaine incohérence et inconstance au niveau des autorités de transition au Mali. Messieurs, ce soir, on parle également d'économie. On parle précisément de ces pays africains qui traversent une crise économique en ce moment, marquée par une inflation record de chiffres. C'est notamment le cas du Ghana voisin qui vit par ailleurs une dépréciation de sa monnaie. On en parle avec vous et avec Dr Marius Hachi. Il est économiste en chef chez Bloomfield Investment Corporation. Avant de le retrouver, je vous propose de voir le compte-rendu de cette conférence de presse annuelle de la CGCI, la Conférence Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, dénommée le patronat face à la presse, qui s'est prononcé notamment sur la question. Un sujet de Nadia Edja et on en parle juste après. La crise économique liée à la Covid-19, amplifiée par la guerre en Ukraine et la situation sociopolitique dans la sous-région, ont considérablement marqué le secteur privé ivoirien. En 2020, 37% des entreprises ont connu une cessation d'activité, avec environ moins 25% sur le chiffre d'affaires en raison de la pandémie. Face aux difficultés dans les pays voisins, les entreprises exportatrices ont enregistré une baisse moyenne de 10% sur leur chiffre d'affaires. Autant de contraintes qui ont conduit le secteur privé national à faire preuve de résilience. Nous avons eu la Covid-19, nous avons eu les crises énergétiques, nous avons eu la guerre en Ukraine. Demain, nous aurons d'autres choses. Le climat, peut-être en 2023, 2024, peut-être une crise climatique grave. Donc, nous devons nous changer de paradigme et donc chercher à capter toutes les opportunités qui se présentent dans ces crises-là. En 2020, si la Côte d'Ivoire a pu obtenir une croissance de 2%, là où plusieurs pays ont connu la récession économique, c'est grâce à la concertation publique-privée. Des efforts reconnus, mais qui doivent être renforcés grâce à une fiscalité plus équitable. L'élargissement, c'est vrai, c'est aller vers le secteur informel, c'est important. Mais l'élargissement, c'est aussi amener les autres types d'impôts à jouer davantage leur partition. L'impôt ne doit pas reposer uniquement sur le système productif qui crée la richesse. Le taux de pression fiscale est d'environ 13% en Côte d'Ivoire, avec un taux entre 27 et 33% pour les entreprises formelles, tandis que la norme communautaire est 20%. La première édition de cette tribune dénommée le patronat face à la presse a porté sur 3 points que sont la Covid-19, les préoccupations du secteur privé et les suggestions des acteurs du secteur. Docteur Marius Hachi, vous êtes économiste en chef chez Bloomfield Investment Corporation. Bonsoir. Docteur Marius Hachi, vous m'entendez ? Oui, très bien. Très bien, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je rappelais à l'entame de ce deuxième sujet que nous abordons dans cette émission que plusieurs pays africains sont frappés par une crise économique caractérisée par un taux d'inflation à 2 chiffres. C'est le cas notamment du Ghana de 37%. Ce soir, la question que nous nous posons, c'est de savoir si la Côte d'Ivoire est plus résiliente que ses voisins de la sous-région. Oui, quand on compare les statistiques des dernières années, on peut se rendre compte que le problème que vit le Ghana est lié effectivement à deux causes essentielles. Le premier relatif effectivement à l'afflux des capitaux. Peut-être je veux rappeler qu'une monnaie se déprécie lorsqu'il peut s'avérer donc un manque de confiance en cette monnaie-là. Et donc, pour le cas du Ghana, l'afflux des capitaux est une cause de cette dépréciation. Et le deuxième élément, c'est que le Ghana aujourd'hui a d'énormes difficultés à pouvoir obtenir effectivement des eurobonds pour soutenir ses réserves, pour lui permettre effectivement de réguler son économie. Et donc, quand on voit cette situation par rapport à la Côte d'Ivoire, on a un tableau un peu différent par rapport donc au Ghana, où les taux d'inflation dans ces deux pays sont carrément différents. Donc on quitte pour la Côte d'Ivoire donc à 1 chiffre par rapport donc au Ghana à 2 chiffres, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure. Et donc les mesures
prise par la Côte d'Ivoire pour pouvoir soutenir effectivement son économie en limitant son endettement est aussi une force par rapport donc au Ghana. Et donc, par ces éléments-là, on peut dire que la Côte d'Ivoire, qui est dans une dynamique de restructuration de son économie, a une économie un peu plus résiliente par rapport donc, au Ghana. Quels sont les leviers dont dispose le Ghana justement pour faire baisser cette inflation record? Le premier levier, comme je l'ai dit, c'est vraiment de reprendre, de redonner confiance aux investisseurs. Et donc, l'outil essentiel et pérenne pour pouvoir permettre au Ghana de retrouver son économie d'antan, c'est de restructurer son économie, de rechanger la base sur laquelle est fondée effectivement son économie. Donc, miser un peu plus sur l'économie, transformer donc l'économie formelle en l'économie informelle en économie formelle, miser sur le développement interne donc, de ce qu'on appelle donc de ces champions nationaux pour pouvoir garantir le maximum donc, de ressources en interne que de voir l'économie gérée par pas mal d'industriels internationaux qui, en cas de crise, font ce qu'on appelle la fuite de capitaux et aujourd'hui qui pèsent véritablement sur le Ghana. Très bien. Monsieur, réaction? Docteur Sylvain Nguessan. Je partage quand même certains aspects de l'analyse faite par Dr Hachi. J'aurais souhaité quand même qu'il pousse un peu plus l'analyse du risque pays, comparant la Côte d'Ivoire et le Ghana, pour voir comment le risque financier ghanéen pourrait impacter. C'est quelques 5 mètres qui nous séparent. Hein. Là où il y a une frontière entre le Ghana et la Côte d'Ivoire, c'est pas plus que ça. Et quand on connaît l'histoire classique entre la Côte d'Ivoire et le Ghana en termes de migration, les années 75-80 avec la prise de pouvoir de Roris et tout le flux de citoyens ghanéens en Côte d'Ivoire. Bref, la Côte d'Ivoire, sous votre contrôle, docteur Hachi, analyse du risque pays. C'est que c'est votre spécialité. La Côte d'Ivoire est entourée quand même par 3 pays qui étaient instables du point de vue de la gouvernance, avec les risques sécuritaires vraiment importants. Menace d'implosion du Mali, le Ghana qui est encerclé dans le sud-est, etc., etc. Donc, une menace, risque lié à la gouvernance, risque sécuritaire. La Covid-19, on ne sait pas trop où on en est avec, donc on ne peut pas banaliser le risque sanitaire. Maintenant, au niveau communautaire, si ces pays-là, Guinée, Burkina, Mali, Ghana, venaient à connaître des crises profondes avec la libre circulation des biens et des personnes et que tout ce monde se retrouvait en Côte d'Ivoire de 28 millions, on passerait facilement à 40 millions avec les incidences que cela pourrait avoir sur l'appareil de production de la Côte d'Ivoire, sous votre contrôle toujours. On a vu les chiffres de Sika Finance dernièrement. La Côte d'Ivoire, c'est 413 milliards annuels alloués à l'importation de poissons. C'est 406 milliards annuels pour l'importation du riz. C'est 138 milliards pour l'importation de blé. C'est 53 milliards de légumes. Ça fait plus de 1000 milliards, plus de 10% du budget ivoirien. Donc quand même, les fondamentaux sont solides, on l'a vu au sortir de la crise. Mais quand même, bon, le temps ne permet pas, je le sais, sur une analyse du risque pays, la Côte d'Ivoire devrait quand même revoir la structuration économique, surtout le secteur primaire. D'accord. Un pays comme la Côte d'Ivoire, l'agriculture, l'élevage, tout ça, c'est pas les canaux pour produits qui manquent. On devrait quand même, parce que le risque de recevoir nos cousins de la Guinée, du Mali, du Burkina, du Ghana est intact et réel. Très bien. Docteur Hachi, réaction? Je partage effectivement l'avis qui est dénoncé tout à l'heure, mais juste ajouter le fait que toute l'Afrique de l'Ouest, en particulier donc les pays de l'UMOA, bénéficient d'une fixité de leur monnaie qui, cet arrimage avec l'euro, nous protège de beaucoup de choses. Donc, on n'a pas de problème donc, de change et les situations sont vécues différemment, par exemple, dans cette crise Covid avec tous ces effets. Très bien. Arthur Banga? Moi, d'ailleurs, on sort d'un colloque sur les 20 ans de la guerre en Côte d'Ivoire où on a dit quand même, Sylvain l'a dit à peu près, mais il faut insister là-dessus, c'est un pays qui a des fondements solides parce qu'on a fait des choix, au feu de Boigny d'ailleurs, dès 1960, qui sont des choix rationnels et des choix qui l'ont solidifié. Rationnel, pas une économie libérale,
qui a un cause d'investissement, qui a attiré des investisseurs, mais qui n'a pas empêché une production locale avec toutes ces sociétés d'État, d'ailleurs, qui ont montré ce mélange entre, comme il a dit tout à l'heure, structures privées, structures étatiques qui sont devenues finalement, qui ont permis la naissance d'un écosystème privé qu'on vient de voir d'ailleurs dans le reportage. Donc, c'est solide. N'oublions pas que depuis 2020, on est quand même dans une ambiance mondiale qui est délétère. Avec la crise de la Covid, hein, au moins on s'en sortait, et d'ailleurs on se disait l'économie repart, la guerre en Ukraine, qui entraîne une inflation mondiale. Mais quand vous regardez les chiffres de la Côte d'Ivoire, ils sont bien meilleurs que beaucoup. Parce qu'il y a eu ce choix et il y a quelque chose qui est assez important. Surtout aujourd'hui, on réfléchit à une monnaie commune. C'est-à-dire que finalement, les choix monétaires de la Côte d'Ivoire sont des choix forts et des choix qui ont permis. D'ailleurs, au-delà de la Côte d'Ivoire, regardez les chiffres de l'ensemble UEMOA avec un pays comme le Sénégal. On voit que cet ensemble-là, c'est un ensemble qui résiste mieux, qui résiste mieux dans des conditions beaucoup plus difficiles. Parce qu'il faut rajouter à tout ce contexte mondial, au sein de l'UEMOA, 2 pays qui sont quand même en instabilité sécuritaire grande. Malgré ça, l'ensemble résiste. Évidemment, il y a des choses à faire. Comme il a dit, une transformation structurelle de notre économie, je pense qu'il est en bonne voie, parce que quand vous prenez le cacao, par exemple, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenu le pays qui transforme le plus de cacao. On a annoncé 2 usines de transformation de cajou qui sont trucs. Et c'est des choses intéressantes, mais ces faiblesses, il faut les corriger. Je pense aussi qu'il y a une faiblesse qu'on doit corriger, c'est notre gouvernance. Et réfléchir à l'élargissement de l'assiette fiscale. On en parle beaucoup, mais on l'a vu tout à l'heure. Nos entreprises sont largement fiscalisées que la norme communautaire. On a 27 points, alors qu'il y a 20 points de normes communautaires. Donc, il faut élargir l'assiette fiscale en sortant de plus en plus de l'informel. Ce qui est fait en partie intéressant, mais il faut que la vendeuse de maïs, la vendeuse de gaba, le vendeur de gaba sortent d'une économie informelle qui vont permettre justement de pouvoir mieux recueillir de l'argent et mieux le répartir pour ne pas que ce soit les mêmes, hein, c'est-à-dire les entreprises, les fonctionnaires, hein, qui payent, hein, alors que beaucoup de gens sortent. Donc finalement, les choix qu'on a faits, hein, les fondements qu'on a, nous ont permis et nous permettent aujourd'hui, ces fondements en termes de politique économique et surtout en termes de politique monétaire, nous permettent de résister. On est dans un environnement, il faut forcément des transformations. Je pense quand même que ces transformations sont en bonne voie. Après, il y a la question de la répartition de la richesse, il y a la question de la pauvreté qu'il faut... Il y a pas mal de sujets dans lesquels on peut rentrer, effectivement, on aura le temps, on l'espère. Antoine Assalé Tiemoko. On est résilient, c'est vrai. Tout à l'heure, M. Dr Hachi parlait de l'arrimage du franc CFA à l'euro, qui est aussi un atout qui fait que le taux d'échange ne fluctue pas trop, permet à la monnaie de rester forte. Mais on a aussi des faiblesses qui sont quand même assez importantes. Quand vous regardez la Côte d'Ivoire, la croissance est soutenue essentiellement par l'investissement public. Or, vous ne pouvez pas avoir une croissance stable sur une longue période, un temps long, si le privé ne se relève pas, si le privé n'investit pas massivement. Or, aujourd'hui, on constate que les emplois sont créés essentiellement par la fonction publique. Or, un pays qui fonctionne sur la création d'emplois par la fonction publique n'est pas un pays qui va aller loin avec la lutte contre le chômage. C'est le privé qui embauche. Et donc, il faut apporter des financements essentiels au privé pour qu'il continue à soutenir l'économie. Autrement, la croissance soutenue par le public n'est pas un gage de stabilité économique à long terme. Je pense que le gouvernement est quand même conscient. Hein. On entend dire dans plusieurs déclarations du Premier ministre notamment, Patrick Hachi, que le secteur privé est le moteur du développement. Donc, je pense qu'il y a pas mal de mécanismes pour changer ce paradigme-là. Monsieur, avant de... Oui, Landry Couillot, rapidement. Je ferai bien sûr l'économie de ce qui a été dit entre-temps. Oui. Il y a de l'action et cela se traduit par des faits réels. Nous avons en Côte d'Ivoire un programme national d'inclusion financière. Et quand on parle d'inclusion économique et financière, c'est la capacité pour un gouvernement, un État, de pouvoir impliquer les populations les plus vulnérables dans l'activité économique en leur permettant d'accéder à des instruments, à des produits financiers, même au crédit. Nous avons... Évident, hein. Non, je sais. Mais voici les chiffres. J'ai dit, voici les chiffres. Prenons d'abord au niveau de la microfinance. Nous avons aujourd'hui un encours d'épargne qui s'élève à 368 milliards de francs CFA. 368 milliards de francs CFA qui sont détenus, ce portefeuille est détenu. C'est très faible, vous savez. J'ai dit déjà, c'est un début. Ça n'existait pas, c'est nouveau. La culture, l'éducation financière, c'est très nouveau. Où voulez-vous en venir, Landry Couillot, très rapidement? Je termine pour dire. Laissez-le terminer, s'il vous plaît. Que c'est nouveau et que c'est encourageant.
C'est encourageant parce qu'il y a un programme sur lequel on travaille et une participation des acteurs du monde de la finance. Lorsqu'aujourd'hui, on a cet concours d'épargne, c'est-à-dire de l'épargne, des Ivoiriens qui, normalement, n'arrivaient même pas à accéder aux produits bancaires classiques, mais qui, grâce par exemple à la microfinance, ont la capacité de travailler, de mettre de l'argent, que cet argent leur revient en termes de microcrédit pour mener des activités, soit en zone rurale ou urbaine. Ce que vous dites, c'est que c'est déjà un bon début. Je dis qu'il y a un bon début parce que, structurellement parlant, on a un gouvernement qui travaille à ça. Et ça, c'est bon à encourager, à continuer. Il faut pouvoir mettre l'accent là-dessus et terminer par le besoin d'élargir réellement l'assiette fiscale parce que la pression est trop grande. Lorsqu'une entreprise doit supporter la pression de 27 à 33% alors qu'il y a la possibilité de pouvoir toucher plus de 90% de l'économie ivoirienne qui est tenue par l'informel, il faut travailler dans ce sens-là. D'accord. Docteur Hachi Marius, avant de vous laisser partir, le Ghana a entamé des discussions avec le Fonds monétaire international. Quels sont les enjeux de ces discussions? Oui, les enjeux de cette discussion peuvent se résumer simplement à permettre en fait, au Ghana de trouver donc, des leviers pour réduire donc, leur endettement. Donc ça nécessite des mesures budgétaires pour pouvoir être très à l'aise pour lisser cette dette-là, très importante, pour ne pas asphyxier l'économie au même moment que le programme est mis en jeu. Et donc, c'est une mesure, oui, qui sera donc une mesure de surveillance, donc des déficits publics, mais ce qu'il faut dire à côté, c'est que le Ghana gagnerait, comme je l'ai dit en entame, à mieux structurer, commencer donc à structurer simplement son économie et ça permettrait effectivement de sortir en fait de ces programmes peut-être qui peuvent être à répétition mais qui ont des effets vraiment court terme au lieu effectivement de se contenter véritablement de ces mesures. Docteur Marius Hachi, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes économiste en chef chez Bloomfield Investment Corporation. Merci pour toutes ces précisions sur la résilience de la Côte d'Ivoire dans un environnement marqué par des crises économiques chez les voisins. Arthur, en 30 secondes, oui. J'aimerais quand même revenir sur l'importance des IDE, des investissements directs étrangers pour l'économie. Il ne faut pas voir dans les multinationales ou dans ces IDE quelque chose de négatif. D'ailleurs, c'est quelque chose qui a permis et qui permet à notre pays de s'en sortir. Après, il revient aux autorités locales, aux législateurs comme à Salé, d'encadrer pour que les transformations économiques et les transformations technologiques et surtout le fait que les investissements de ces IDE permettent à des PME locales de pouvoir surfer sur la vague. Le IDE, le multinational bashing qu'on entend très souvent, moi je ne le partage pas. Ce sont des acteurs économiques qui sont importants. C'est à nous de trouver les façons de pouvoir permettre de mieux soutenir notre... Très bien. Messieurs, nous allons marquer une courte pause. Ce sera après l'intervention de Sylvain Debailly. Oui, rapidement, la question qui nous est posée, c'est de savoir si la Côte d'Ivoire est plus résiliente que ses voisins. C'est cela. Bon, on l'a dit ici, la Côte d'Ivoire, originellement, a des bases solides. Les fondamentaux ne se sont pas ébranlés pendant les deux chocs exogènes qu'il y a eu, exogènes et endogènes. Ici, je veux parler de la Covid-19, qui a frappé tous les pays du monde, en particulier la Côte d'Ivoire et ses voisins. Face à cela, comment la Côte d'Ivoire a résisté? La Côte d'Ivoire a financé son économie, a mis des fonds à disposition des entreprises, même si au niveau des entreprises, elles ne sont pas toujours contentes de la manière dont ces fonds ont été distribués. Soit. Mais en même temps, poser la question, comparativement au Ghana. Alors, la crise ghanéenne est là pour nous parler. Elle est là pour nous parler, pour nous dire, attention, ce qui arrive au Ghana peut arriver à un pays comme la Côte d'Ivoire, qui, même si elle est solide. Pourquoi et comment? Oui, le Ghana, c'est au moins 80% du PIB en matière de dette. Ce pays est arrivé à pratiquement une situation de cessation de paiement et cela est un danger. La façon de gérer l'économie, ici en Côte d'Ivoire, on a une économie essentiellement financée par les aides extérieures et sur le long terme, cela risque de nous créer des problèmes. En pourcentage, ça fait quoi? Donc, Arthur, attention. Aujourd'hui, les autorités communales, il faut dire qu'on n'est pas encore à une situation de le taux d'endettement, le ratio dans la sous-région ouest-africaine, on est largement en deçà, c'est ce que rappellent les autorités. C'est à cela qu'il faut faire attention, parce que l'exemple du Ghana, c'est cela. Le Ghana a son CIDI, qui est en déclin en ce moment, mais il y a des pays comme le Kenya qui savent bien gérer leur monnaie.
D'accord. Voilà, donc il faut faire attention quand même quand on gère dans une situation de crise. Et cette crise de Covid doit nous parler aussi. Parce qu'on tire des enseignements d'une crise. On ne peut plus avoir le même comportement qu'on a eu. Si il devait y avoir une prochaine crise, ce qu'on appelle des chocs conjoncturels. Donc, c'est forcément des enseignements qu'il faut tirer. Voilà ce que je voulais dire sur ce... Très bien, c'est bien noté. Merci beaucoup, messieurs. Nous allons marquer une petite pause et poursuivre juste après. Okay. NCI 360, dans la deuxième partie de cette émission, nous évoquions la résilience de la Côte d'Ivoire par rapport à ses voisins dans cette zone ouest africaine. Plusieurs voisins notamment qui sont marqués par une crise économique. C'est le cas notamment du Ghana, on en a longuement parlé avec notre invité Dr Marius Hachi, économiste en chef chez Bloomfield Investment Corporation. Dao Seydou, vous voulez réagir? Oui, je pense que la plupart des pays de la sous-région ont été frappés de plein fouet par la crise de la Covid que nous avons connue et récemment par la crise en Ukraine. Ce qui a fait que ces économies-là ont connu des difficultés. Mais la Côte d'Ivoire a bénéficié, à mon sens, de sa position de leader de l'UEMOA. Selon les statistiques, la Côte d'Ivoire est première sous-régionale avec 40% du PIB de l'UEMOA, premier producteur du cacao, premier producteur mondial d'anacade. Donc ce sont des éléments qui ont permis à la Côte d'Ivoire de pouvoir amortir le choc de la Covid et des crises. Deuxième élément, c'est, je pense à mon sens, c'est la force de la monnaie, du CFA. Contrairement aux autres pays dont les monnaies connaissent des fluctuations journalières, quasi quotidiennes. Parce que là, le Ghana, par exemple, le CIDI peut connaître des fluctuations, mais 2-3 fois par jour. Et cela n'est pas de nature à rassurer les investisseurs. Ça aussi, c'est un facteur qui peut amener ces économies-là à tomber. Et puis, le troisième élément, on n'en parle pas trop, mais je pense qu'il faut saluer également la vision prospective même des autorités ivoiriennes. Depuis 2011, elles ont entrepris une véritable politique de redynamisation des différents secteurs, que ce soit le secteur primaire, le secteur secondaire et le secteur tertiaire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est arrivée à un stade où on commence à développer nos produits même chez nous. Je pense que cela a salué, avec une forte expansion dans le secteur privé pour permettre encore une grande employabilité des jeunes. Je pense que ce sont les éléments qui ont permis aujourd'hui à la Côte d'Ivoire de supporter le choc que certains pays ont connu. D'accord. Dans l'actualité politique, messieurs, ce soir, on parle aussi du nouveau code électoral et de la révision de la liste électorale annoncée par la Commission électorale indépendante. Antoine Assalé Timoko, vous êtes élu, vous êtes député de la Nation, vous êtes maire par ailleurs de Tiasalé. Premier élément, qu'est-ce qui a fondamentalement changé dans le code électoral ivoirien? Alors, il faut dire que depuis 2000, de 2000 à 2020, il y a eu une évolution du code électoral ivoirien, notamment sur les questions d'enrôlement sur les listes électorales. En 2000, après la loi de 2000 qui a été votée par référendum, il y avait un nouveau code électoral qui disait en son article 9 que pour s'enrôler dans une circonscription donnée, dans un village ou dans une commune, il faut avoir son domicile dans ce lieu-là, il faut avoir sa résidence, ou il faut être inscrit pour la 5e fois successive sur le rôle des contributions locales. C'est-à-dire qu'il faut payer des impôts dans cette zone. Jusqu'en 2000, c'était comme ça. En 2015, la loi a été modifiée. En plus du domicile et de la résidence, on a ajouté un autre segment qui était que désormais, tout citoyen ivoirien, pourvu qu'il ait un intérêt économique ou social dans une zone, pouvait aller s'y inscrire. Ça a été une sorte de boîte de Pandore qui a été ouverte. Et vous savez que pourquoi? Parce que des acteurs politiques ont utilisé cette loi-là pour changer le collège électoral de plusieurs zones. Les gens prenaient des cas entiers pour aller chercher des gens à 300 km de leur localité, parce que localement, ils n'ont pas la crédibilité nécessaire pour gagner une élection avec les votants qui sont là. Donc, ils partaient chercher des gens dans des cars entiers qui venaient faire enrôler. Il y a des zones où il y avait 1000 électeurs, et puis après l'enrôlement, ils se sont retrouvés avec 5000 électeurs. Vous avez des zones en tête? Oui, quand on prend par exemple le plateau, sur lequel j'ai travaillé en 2016, en 2017, plateau, il y a 8000 habitants. Et sur la liste électorale du plateau, ils sont 96 000. L'enquête que j'ai menée m'a connu même dans des villages comme Kondiebouma, dans la zone de Tiasalé, où des gens qui n'ont jamais mis les pieds à Abidjan étaient enrôlés sur la liste électorale du plateau. Parce que des gens partaient avec des acteurs sur le terrain, avec 2000 francs ou dans vos pieds d'identité, et puis on faisait enrôler comme ça, alors que vous n'avez jamais bougé de votre village pour aller au plateau, mais vous êtes inscrit sur la liste électorale du plateau. Donc ça fait que des acteurs politiques, y compris ceux du pouvoir, beaucoup ont perdu leur poste parce que leur adversaire, ayant plus de moyens, est allé prendre des milliers de personnes ailleurs pour les enrôler dans sa zone et ils ont perdu le pouvoir. De sorte que tous les acteurs ont compris le danger
Et en 2020, au premier dialogue politique, ils ont demandé au chef de l'État de faire modifier le texte. Et donc, par ordonnance, un nouveau texte a été pris, modifiant encore l'article 9. On garde les premiers éléments, domicile, résidence. Et maintenant, pour s'enrôler, il faut être là depuis au moins 6 mois. Sinon, vous risquez 12 mois de prison. C'est-à-dire que maintenant, si vous n'avez pas votre domicile dans la zone, si vous ne résidez pas là depuis longtemps, et que si vous n'êtes pas là 6 mois avant l'enrôlement, et que vous partez vous faire enrôler dans cette zone-là, si vous êtes pris, la loi dit maintenant c'est 6 mois à 12 mois de prison et 500 000 à 5 millions d'amendes. Donc on a maintenant correctionnalisé la transhumance électorale. Et donc, comme le texte n'est pas passé devant le Parlement, beaucoup d'acteurs politiques ne sont pas informés réellement. Et vous voyez que sur le terrain, déjà, des gens ont commencé à aller à des cas, aller dans les villages pour recenser les gens qui vont venir pour déverser dans les zones pour faire voter. Il y a des villages entiers qui ont été dépeuplés de façon électorale. Ils ont des bureaux de vote là-bas, mais tous ceux qui vivent dans le village sont enrôlés à 500 km de leur village. Quand c'est comme ça fausse le jeu politique. Et les acteurs politiques qui sont élus souvent dans certaines zones ne sont pas l'émanation de la volonté de ceux qui vivent là. Or, il n'y a rien de plus insultant pour un peuple que d'être dirigé par un homme qui n'est pas élu. Donc ce code électoral vient régler le problème. Ça vient régler, mais les acteurs ne sont pas informés. Et il faut qu'on dise aux Ivoiriens que désormais, vous ne pouvez pas aller vous faire enrôler à cause de 2000 francs à 500 km de chez vous. Si vous êtes pris, vous partez en prison. Il faut que ce soit très clair que les gens le sachent. D'accord. Arthur ? Après, moi, j'ai quand même une question. Il y a aussi l'attachement. Bon, je prends mon cas de façon concrète. Moi, j'ai toujours voté à Yopougon parce que j'ai grandi à Yopougon, etc. Alors que vous n'habitez plus à Yopougon. Ouais, vous n'habitez plus à Yopougon. Je n'habite plus à Yopougon, mais j'ai toujours gardé mon vote à Yopougon. Aujourd'hui, je m'interroge, j'ai envie d'aller m'inscrire à Boisseau parce que c'est mon village. Parce que désormais, j'ai plus envie de m'engager socialement ou politiquement dans cette zone-là. Donc, on vous voit venir, Arthur Banga. On vous voit venir, hein? Non, pas du tout. J'attendais. Mais si vous voulez aller vous faire enrôler votre village, c'est clair que vous avez un domicile là-bas, vous avez une résidence là-bas, vous avez forcément d'autres intérêts là-bas. Voilà, mais vous pouvez le faire. Mais je dis que si vous n'avez pas tout ça là-bas et que vous partez le faire, en ce moment-là, vous êtes en violation de la loi. D'accord, c'est plus clair. C'est plus clair. Très bien. Oui, Landry ? Alors, il est important de faire remarquer que par le moyen du dialogue politique, enfin, on se donne les moyens dans ce pays d'avoir un texte qui va favoriser le déroulement d'élections, l'organisation d'élections transparentes. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, la démocratie représentative voudrait 2 choses, la légalité et la légitimité. Comme l'honorable disait tout à l'heure, il n'y a pas plus insultant pour des résidents d'être dirigés par quelqu'un auquel ils ne se reconnaissent pas. Il est important donc qu'on ait une population électorale qui puisse être celle qui convient parce qu'elle est fixée en un endroit précis, rattachée à cet endroit et qui doit pouvoir y participer. Parce qu'au-delà de l'élection, en plus d'avoir désigné quelqu'un, on aspire à ce qu'il y ait une contribution des citoyens dans la gouvernance locale. L'élection communale ou régionale n'est pas une élection politique, c'est une élection de gouvernance, une élection administrative. On choisira donc ceux d'entre nous. C'est vrai qu'il y a des relents. Arthur, docteur, il y a des relents. Mais ce que je voudrais dire, je te vois d'y venir, c'est qu'on choisit non pas une bannière ou un fanion, mais on choisit ceux d'entre nous qui sont en capacité de pouvoir nous offrir quelque chose qui nous permettra de transformer qualitativement nos conditions de vie. Et il est donc important que ceux qui auront à choisir ces personnes, donc ce conseil-là, soient des personnes qui vivent là ou qui ont une résidence, qui ont un lien de rattachement et non pas des personnes... Ou de la famille. Absolument. Et je me félicite de ce qu'on ait ce texte-là par le concours de tous nos acteurs politiques qui, pour une fois, permettent donc à la Côte d'Ivoire d'avancer qualitativement. Ils ont vu le danger. Antonin Saleh Timoko, quels sont les moyens de contrôle et qui contrôle justement cette transhumance que ce code électoral vient condamner? C'est une règle qui a un caractère public. C'est-à-dire que n'importe quel citoyen d'une localité qui, à la preuve, d'abord le texte même dit que même quand on affiche la liste électorale, n'importe quel citoyen peut aller s'assurer que celui-là n'est pas d'ici et apporter la preuve et le faire arrêter. C'est très, très clair dans le texte. Et donc, chaque acteur politique qui veut se présenter, chaque citoyen qui veut se présenter à une élection, ou bien qui a un intérêt électoral dans la zone, a l'obligation, il y a l'aide morale, de contrôler, de faire en sorte que ceux qui viennent voter chez lui ne soient pas des gens importés pour venir leur imposer des candidats qu'ils n'ont pas choisis. C'est surtout ça que le texte veut éviter. Parce que la chose est là, on a des villages qui sont avec 200 votants,
après les enrôlements, ils se retrouvent avec 5 000 votants. Il y a des cas comme ça. Mais dans quel contexte? Ceux qui vivent là n'ont plus. Et quand il n'y a pas ce lien-là, ce choix que les gens n'ont pas fait, l'acteur qui est élu là n'a aucun compte à rendre à ceux qui vivent là. Il y a un grand remplacement. Voilà, c'est un remplacement politique qui fait. Attention. Et il doit des choses à des gens qui ne sont pas dans la ville. Et donc, il n'a aucun compte à rendre et le jeu politique est faussé. Tous les acteurs politiques ivoiriens ont compris le danger et en 2020, après le dialogue politique, ont décidé que ça change. Et donc, ça a changé. Il faut que chacun donne les moyens de contrôler ça. Il y a un autre sujet en ce moment autour de la révision de la liste électorale. Oui, ça vient. Beaucoup de partis d'opposition, notamment le PDCI-RDA, réclament un audit de la liste électorale plutôt qu'une révision. Réaction, monsieur, docteur Sylvain Nguessan? Oui, bon, c'est pas nouveau, hein. Depuis, à faveur de la présidentielle de 2020, je crois que l'opposition avait soulevé cette question d'audit de la liste électorale sur la base que il y aurait eu des fraudes au niveau de l'enrôlement en Côte d'Ivoire. Je pense que nous sommes à 3 ans d'élection présidentielle. À quelques mois d'élections locales. À quelques mois d'élections locales, donnons-nous les moyens de faire cet audit-là pour que 2025, on ne revienne pas encore sur ça en vue de certains troubles. Le PDCI qui était allié au RHDP qui parle aujourd'hui d'audit de la liste électorale, qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Manigancer ensemble de sorte aujourd'hui à vouloir accuser les alliés d'hier. Non, je pose la question en tant qu'observateur de la scène politique. Si c'était le PPACI qui posait, s'il vous plaît, si c'était le PPACI qui posait la question, bon, on pourrait se dire, qu'est-ce qu'eux aussi ils ont fait quand ils étaient au pouvoir de 2000 à 2010 pour qu'ils veuillent eux-mêmes auditer la liste auditée. Comme c'est le PDC qui demande cet audit-là, qui est le porte-flambeau de ceux qui demandent cet audit, on se dit, qu'est-ce qu'ils ont bien pu faire ensemble de sorte à demander, bref, sortons des suspicions, tout ça, faisons cet audit. Le PDCI qui remet aussi en cause le découpage électoral, hein, faut-il le rappeler? Juste un mot, Oui, Antoine Saleh-Timoko. Ce que le PDCI demande peut être aussi une chose qui est très claire, hein, qui est normale. Hein, parce que vous voyez que les taux de participation au présidentiel ne font que chuter. Parce que ce déplacement des électeurs, quand on prenait des gens qui vivent dans des villages qui sont à 400 km d'Abidjan, mais qui sont enrôlés ici, alors qu'ils n'ont jamais mis les pieds ici, ceux-là ne participent jamais aux élections présidentielles. Pourtant, ils sont en âge de voter, ils sont sur la liste électorale. Exactement. Mais parce qu'on les a déplacés administrativement, ils ne votent pas. Parce que quand on déplace les gens, vous partez les prendre parce que vous êtes candidat pour venir voter pour vous, mais après vous les ramenez. Mais au présidentiel, vous n'êtes pas candidat. Donc on ne peut pas mobiliser des millions. Vous n'êtes pas candidat, mais vous pouvez avoir un candidat. Oui, mais vous n'allez pas mobiliser vos propres moyens pour aller chercher des électeurs à 500 km pour venir voter un président. Voilà. Rapidement. D'accord. Il faut auditer pour qu'il y ait un retour chez eux. Voilà. D'accord. Arthur? Je pense que le principe de l'audit est intéressant parce qu'il faut qu'on mette tout en œuvre pour créer la confiance. Et si la confiance doit passer par l'audit, qui fait cet audit, etc., moi, c'est une chose qui est intéressante. Deuxième chose, quand même, voyez-vous, on a une population qui a près de 30 millions d'habitants. C'est vrai que notre pays a un taux élevé d'étrangers, mais le coût électoral est quand même beaucoup faible quand on regarde, on compare à ces 30 millions. Donc, il faut quand même qu'on ait un véritable travail d'éducation, d'ouverture de la liste électorale, en encourageant les gens à s'inscrire sur la liste électorale. D'ailleurs, d'après la loi, c'est annuellement qu'on doit s'inscrire sur la liste électorale. Donc, je veux vraiment qu'on passe à ça. Pour répondre à ta question du découpage, moi, je pense que sur des élections locales, cette question n'est pour moi pas vraiment importante. Ce que je souhaite d'ailleurs, et quand j'étais encore au ministère, je le disais, il faut qu'on arrive à la communalisation de tout le pays. Parce que la commune est un instrument de développement. Pour des élections législatives, oui, il faut qu'on réfléchisse à un véritable découpage électoral qui reflète la réalité des habitants, parce que ce n'est pas normal que certaines circonscriptions ont 3 fois plus de députés que d'autres qui ont 3 fois plus de population. Mais pour les élections locales, moi je pense qu'au contraire, on doit aller vers une communalisation de tout le pays pour que chaque partie de la Côte d'Ivoire ait son petit budget, ait sa petite gestion. Ma dernière idée sur ces élections locales, je pense qu'il faut réfléchir à ça. Il faut permettre aux étrangers CEDEAO de pouvoir voter aux élections locales. Pour moi, c'est même ça le vrai panafricanisme. Puisqu'on est dans des élections qui engagent la gestion de la cité, qui n'ont pas de rélan politique, à vrai dire. Donc pour moi, des étrangers, ceux de AO, qui sont là depuis longtemps, on doit réfléchir à pouvoir les faire participer aux élections locales, municipales et régionales. D'accord. Landry? Déjà pour la dernière idée d'Arthur, qui est louable dans un monde candide, bien sûr, on applaudirait dès demain, sauf qu'il ne faut pas oublier l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas oublier ça, et ça demeure. Il faut vraiment éviter que les suspicions s'aggravent et qu'il y ait des dérives. Pour ma part, déjà pour la collectivité des citoyens ayant la nationalité ivoirienne, il faut les éduquer à aller voter. Ça.
Deuxième chose, il va falloir élargir le corps électoral. C'est vrai que le code électoral propose, n'est-ce pas, de convoquer de manière annuelle les différents citoyens, des personnes en âge d'aller voter. Mais ma foi, c'est coûteux. Il faut gagner en efficience. Il y a que, c'est vrai que ça va coûter de l'argent à l'État, mais in fine, ça va être bénéfique, de sorte à ce que cela se fasse de manière automatique. Lorsqu'on travaille à ce qu'au niveau des communes, il y ait une informatisation du système des états civils et que cette informatisation-là se construit dans un système de centralisation, au jour le jour, lorsque j'ai 18 ans révolus, je suis systématiquement sur la liste électorale. Il faut donc y travailler de manière très sérieuse, de sorte à sortir de cette démarche archaïque qui consiste constamment à appeler les gens à aller voter. Et puisque ça coûte de l'argent, on ne peut pas prendre plus de temps que 2-3 semaines. Or, en 2-3 semaines, c'est difficile pour des personnes qui se cherchent, comme on le dit à Abidjan, de se lever, aller s'inscrire sur la liste électorale. Et encore, les derniers événements électoraux sont de nature à dissuader ou à désintéresser le citoyen vis-à-vis de l'activité politique électorale. Justement, ça c'est une question que j'allais vous poser. Est-ce qu'il n'y a pas un désintérêt ? Clairement. Il y en a clairement. Mais bien sûr. D'accord. Sylvain Debailly ? Oui, à la suite du député qui évoquait tout à l'heure le code électoral, je suis peiné d'apprendre que le nouveau code n'est pas encore assez vulgarisé. Oui. Voilà, et sur la question même Kouyo l'a dit tout à l'heure, de l'enrôlement. Le nouvel enrôlement qui est prévu, je crois, c'est du 19 novembre au 10 décembre. Oui. 3 semaines. Ouais. Là où le code électoral, je ne sais pas si cette disposition-là est encore là-dedans, où le code électoral veut que ce soit annuel. Alors, quand c'est annuel, la CEI doit savoir qu'elle a un enrôlement à faire et devrait donc prendre les dispositions dans la programmation budgétaire pour interpeller le gouvernement. Pour que ça se fasse sur toute l'année, que de prendre seulement une petite période dans l'année. Et puis, il y a les nouvelles technologies. Avec les nouvelles technologies, on peut même réduire le coût. Par exemple, l'une des mesures qui a été envisagée, c'est le basculement des pétitionnaires de la CEI, de la CNI, des détenteurs de la CNI sur la liste électorale. Je crois qu'au niveau de cette question-là, on n'a pas encore suffisamment d'accord pour pouvoir le faire. Donc, pour dire que la liste électorale, elle est quand même l'un des baromètres de l'élection. C'est pourquoi, moi, à mon avis, la CEI doit se donner toutes les possibilités, toutes les garanties de la transparence. Elle doit se mettre à équidistance des partis qui ont un intérêt, bien sûr, aux élections, pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Vous voyez, on a lancé le recensement pour la liste électorale, enfin, le recrutement des recenseurs, et qu'un parti comme le PPACI pose déjà des réserves, soit disant que des commissaires CEI appellent leurs militants à venir postuler. Vous voyez, alors que quand on est déjà à la CEI, quand on est à la commission, on n'est plus sous les ordres de son parti. Vous voyez, donc ce sont des écueils. Ce sont des écueils, tout comme des écueils que soulève le PDCI sur l'audit de la liste électorale. Sur ce audit qu'il demande, que le PDCI demande depuis longtemps, et avec le FPI en son temps aussi, sur ce audit, on a même présenté des éléments. Ce n'est pas seulement le volet politique, mais il y a aussi le volet technique. Il y a quelques difficultés techniques qui ont fait qu'il y a des ratés, de sorte que des personnes qui sont nées à B800 et tout ça se retrouvent sur la liste électorale. Donc, c'est toutes ces erreurs-là que l'audit permet de corriger. Donc, il faut une fois accéder à cela pour pouvoir rassurer tout le monde. Absolument. On a interrogé quelques agents de la CEI qui ont indiqué qu'il y a plusieurs moyens de contrôle. Je pense que la question de l'audit relève plus d'une question économique et financière. Ça va coûter cher, cet audit-là. Et la CEI estime qu'en ce moment, il y a plusieurs moyens de contrôle. Déjà, il y a un traitement des agents de la CEI, il y a les guichets, il y a le contentieux électoral, il y a l'affichage des listes. Donc, il y a plusieurs moyens, comme le disait Antoine Assalé Timoko, de dénoncer. Ces moyens. On est bien d'accord. Moi, je rappelle juste... Des pays comme le Sénégal le font, pourquoi pas la Côte d'Ivoire? Je rappelle juste les éléments qui nous ont été donnés par la Commission électorale indépendante. Docteur Sylvain Nguessan. Bon, Guédé disait tout à l'heure que le PPACI aurait émis des réserves. Oui, c'est un communiqué du 5 Oui, en Côte d'Ivoire, sur ce débat, il y a eu deux tendances. Nous autres, nous étions pour une CEI purement technicienne, sans représentant des partis politiques. Tout à fait.
et les partis politiques ont milité pour que leur parti soit représenté. Dès lors qu'ils ont milité pour que leurs représentants soient au sein de la CEI, c'est tout à fait normal qu'eux aussi s'appellent. La responsable de section venir se faire enrôler. Il n'y a pas de péché en la matière. Non, c'est très bien, évidemment. Oui, c'est une très bonne chose d'ailleurs. La disposition dit que quand on est déjà dedans, on ne fait plus. Laissez Sylvain Guessan terminer. S'il vous plaît, on connaît l'histoire de la Côte d'Ivoire. On ne va pas refaire l'histoire de la Côte d'Ivoire. On sait comment se comportent les responsables des partis politiques quand ils sont au niveau de la CEI. Ils n'ont jamais travaillé au nord de la Côte d'Ivoire. Ils ont toujours travaillé pour leur parti politique. Exactement. S'ils veulent, on annule cette CEI de politiciens, on va une CEI de techniciens. Bon, des gens qui sont plus ou moins affichés. Bon, alors, deuxième élément sur lequel je voudrais revenir par rapport aux députés. En 2018, j'ai coordonné un projet de 6 mois dans une localité, une des régions les plus riches de la Côte d'Ivoire. Et quand nous sommes partis, il était question d'aider les populations qui avaient des extraits à obtenir des certificats de nationalité sur la base de témoins, etc., etc. Et le message est mal passé dans une localité. Les 300 premiers qui ont été enrôlés, 250 n'avaient pas d'extrait. Alors que c'était un projet qui concernait les gens qui avaient déjà des extraits. Voilà, les chefs pouvaient témoigner, oui, son papa, ça, etc., etc. Mais les 300 premiers qui ont été enrôlés, 250 n'avaient pas d'extrait. Alors que c'est l'une des régions les plus riches de la Côte d'Ivoire. Je me dis, bon, si cela peut arriver dans une région si riche en Côte d'Ivoire, quelle est la réalité ailleurs? Est-ce que ce n'est pas la raison pour laquelle on a moins de 7 millions de lecteurs sur les 29 millions d'habitants de la Côte d'Ivoire? Je peux en témoigner. Oui, allez-y. D'ailleurs, pour ça que l'État de Côte d'Ivoire a pris la nouvelle loi sur l'éducation des naissances en 2018, qui vient moderniser un peu le système, qui permet maintenant aux élus que nous sommes de créer des centres d'état civil décentralisés dans les maternités, pour qu'aucun enfant ne sorte de la maternité sans son extrait de naissance. Quand vous allez dans la localité, vous arrivez dans plusieurs villages, le père n'a pas d'extrait, la mère n'a pas d'extrait, et évidemment les enfants n'ont pas d'extrait. Donc on est près de 30 millions d'Ivoiriens, mais on a à peine 7 millions de personnes inscrites sur notre liste électorale. Parce que les procédures sont tellement lourdes et l'administration est trop loin des populations. Il y a des populations qui doivent aller à 115 km pour déclarer un enfant. Et donc il faut 2 jours, 3 jours de pète. Financièrement, ils ne peuvent pas. Donc, finalement, beaucoup d'Ivoiriens n'ont pas d'extrait et ils ne peuvent pas s'enrôler. Donc, il faut qu'on simplifie tout ça. Et que l'État de Côte d'Ivoire décide enfin, en mobilisant peut-être un peu d'argent, pour qu'une audience foraine se fasse sur une longue période, permette vraiment de capter tout ce monde-là et qu'on les inscrive une fois pour toutes. Autrement, il y a des gens qui ont 45 ans, 75 ans, mais qui n'ont jamais été inscrits sur l'électoral. Arthur Banga, vous êtes concerné? Non. Je vous vois. J'acquiesce parce que... Je vous vois acquiescer, hocher de la tête. Dao, secours, et allez-y. Heureusement, Arthur. Bien, merci bien, Ali. Moi, je souhaiterais que pour une fois en Côte d'Ivoire, les élections ne soient plus sujet de tension. C'est ça. C'est notre choix à nous tous, hein? Parce que, vivement. Vous savez, malheureusement, nous avons dans la classe politique des acteurs qui sont génétiquement programmés à la fraude. Et ils mettent tous les moyens en jeu. Attention, Arthur Banga, attention. Terminez, Dao Sekou. Pour pouvoir frauder, juste pour se faire élire. Donc je pense qu'il est impérieux pour le gouvernement ivoirien ainsi que pour tous les partis politiques en Côte d'Ivoire de faire en sorte que la liste électorale ne soit plus sujette à caution. Il faudrait, au sortir de cette révision-là, que toutes les coquilles soient apurées de manière que nous puissions trouver une liste électorale consensuelle. Donc, c'est pour corroborer un peu ce que Sylvain disait tout à l'heure par rapport à l'audit que demande le PDCI. C'est de bonne loi. Je pense que pour créer un environnement serein, un environnement dénué de tout climat de suspicion, il serait bon qu'ensemble, les autorités ainsi que les partis politiques se mettent ensemble pour travailler sur la liste de manière à sortir une liste consensuelle. Pour ne plus qu'on dise telle ou telle personne. Je pense que c'est le principe aussi de la révision. Hein. Oui, mais justement, c'est l'occasion. Il faudrait que ça se fasse dans les règles de l'art. Il ne faudrait pas qu'on ruse avec cette révision-là. Il faudrait que ça se fasse dans les règles de l'art pour ne pas que quelqu'un se sente frustré. Parce que nous avons connu trop d'atrocités, trop de problèmes en Côte d'Ivoire à chaque élection. Je pense qu'il est temps que nous sortions de cette situation-là qui nous a créé trop de tort. Bien sûr, très rapidement. Je suis d'accord avec toi, mais il faudrait aussi que les politiques arrêtent de tomber dans la suspicion pour si peu. Non. Voilà. Essayons de nous faire le minimum de confiance. Exactement. Parce qu'on ne va pas toujours être en train de rejeter. Même ce que vous êtes en train de dire, on sera d'accord, on va se donner 3 mois, on va se donner 9 mois pour apurer. Il suffit que quelqu'un peut être pour qu'il dise que de toutes les façons, il faut qu'on apprenne un peu à se faire un peu confiance en Côte d'Ivoire. D'accord. Oui, mais rapidement. Ils sont sur le terrain à ce moment, les acteurs politiques.
On en voit un peu partout dans les différents départements, appelant déjà leurs militants à se faire enrôler. Exactement. Voilà. Maintenant, la réponse va se voir sur le terrain. Est-ce que les militants répondent? Est-ce que ceux qui sont même la cible essentielle, les jeunes majeurs, c'est ça, les nouveaux majeurs? Est-ce qu'ils sont sensibles à la chose politique? Est-ce qu'ils répondent? Voilà, je crois que c'est l'un des enjeux de cette révision. Absolument. Antonin Saleh-Timoko. Oui, il y a un phénomène sur lequel on n'est pas très attentif en Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a d'année en année, il y a un décrochage des Ivoiriens par rapport aux acteurs politiques. Exactement. Les gens passaient tellement de temps à tromper les Ivoiriens, à les conduire à la mort, avec leurs alliances, leurs désalliances, leurs positions contraires qui reprennent le lendemain. Fait qu'aujourd'hui, il y a une sorte de décrédibilisation de la parole publique. Et les acteurs politiques eux-mêmes ne sont plus crédibles pour la plupart devant les populations. Ouais, il y a des jeunes que ça n'intéresse pas du tout parce qu'ils se disent que ce sont des gens, ils sont tous pareils. Et donc, il y a un travail de fond à faire. D'ailleurs, le texte de loi que j'avais déposé, une proposition de loi que j'avais faite par rapport à cette affaire, c'était de faire en sorte que les acteurs politiques ne changent pas aussi facilement de casquette. Quelqu'un est élu sur une bannière, le lendemain, il débarque dans notre camp. Tout à l'heure, il y a un sujet qui concerne cela. On parlait de mercato politique. C'est cela. Bon, est-ce qu'on doit parler de mercato dans un monde où la base de l'engagement politique doit être l'idéologie? Bon, tout ça fait qu'aujourd'hui, les Ivoiriens, pour la plupart, au Sénégal, tu perds ton siège. D'accord. Monsieur, le mercato politique auquel fait allusion Antonin Saleh-Timoko concerne l'ex-président de l'UPCI, Union pour la Côte d'Ivoire, Niamien Konan, qui est désormais au PDCI-RDA. Il a pris sa carte de membre vendredi au cours d'une conférence de presse où le député de Botro a indiqué qu'il était temps pour le Parti démocratique de Côte d'Ivoire de reconquérir le pouvoir d'État. On suit les précisions de Pierre Dipomelin et on en parle juste après. C'est un Niamien Konan en verve avec un langage trivial qui était face à la presse pour prendre officiellement sa carte de membre au PDCI-RDA. Après avoir évoqué le passé glorieux du vieux parti, l'ex-président de l'UPCI, Union pour la Côte d'Ivoire, a indiqué que l'heure du PDCI-RDA a sonné pour son retour au pouvoir. Quand on se met à la disposition, eh bien, on vient avec des idées, on propose ces idées. Tout à l'heure, je parlais de cartes. Oh, je passe là, je vois, c'est déjà fait. Donc on vient avec des idées, certaines sont déjà en œuvre. Plus on est nombreux à parler de ces choses-là, plus on a des chances d'être écoutés. Voilà, on a des chances d'écouter. L'objectif, c'est la victoire du PDCI aux prochaines élections en Côte d'Ivoire. C'est ça qui est l'objectif. Après la conférence, Niamien Konan est allé présenter ses civilités au président du parti. Il lui a dit son entière disponibilité. Lors des élections législatives de 2021, le député de Botro avait bénéficié du soutien du PDCI. Ce retour sonne comme une reconnaissance, mais cache mal les ambitions d'un homme politique qui s'est déjà porté candidat aux élections présidentielles de 2010. Monsieur, un seul tour de table autour de ce sujet. Landry Couillot, que va faire Niamien Konan au PDCI-RDA? Dites-nous, quelles sont-elles? La première question, c'est qu'il était président d'un parti politique. Est-ce lui, à titre personnel, intitut personnel, qui va au PDCI ou c'est son parti qui va se fondre dans le PDCI? Et si c'est lui, a-t-il démissionné ou est l'acte de démission? Ma foi, j'ai l'impression qu'il y a le constat d'un état de nécessité d'un homme politique en perdition qui a besoin de rebondir et qui va trouver salut. Vous n'êtes pas un peu trop dur, hein? Mes questions n'ont pas encore trouvé de réponse. Et si elles trouvent réponse à ce moment-là, on dirait que je suis dur ou pas dur. Mais dans tous les cas de figure, moi je constate un état de nécessité de quelqu'un qui échoue et constate son échec dans son aventure politique et qui a bien envie de s'arrimer au PDCI-RDA afin de pouvoir rebondir. C'est légitime. Tout homme a besoin de pouvoir survivre. La mort n'est pas une chose heureuse. Mais dans tous les cas de figure, est-ce qu'il le fait réellement pour lui? Que fait-il de ceux qui ont cru en lui entre-temps? Qu'est-ce qu'il a vendu comme offre politique? Que va-t-il faire de ces personnes-là? Vont-elles le suivre ou pas? Mais moi, ce que je pense, c'est ceci. Soit M. Niamien Konan trouve le moyen, en entrant au PDCI, de se faire élire lors des prochaines élections, donc du coup, tant mieux pour lui, il se relance, ou alors de manière indirecte, puisque on a aujourd'hui, et cela accourt un peu partout au niveau de la classe politique, de la possibilité pour le PDCI-RDA de refaire alliance avec le RHDP. Est-ce qu'il y a un moyen pour lui de venir de manière indirecte frapper à la porte du RHDP
lorsqu'il verra un PDCI en train de basculer dans l'autre camp. Dans tous les cas de figure, je constate qu'il y a donc la possibilité pour cet homme politique-là de pouvoir survivre à une situation en laissant par derrière des personnes qui ont certainement cru en lui. Sylvain Guédé-Débailly. Oui, sur... L'analyse de ce mercato. Oui, sur ce mercato, sur, sur le revirement, je peux dire, de Nyamia Kona. J'ai failli parler de transfert, mais bon. Oh, ouais. Je pense que vous demandez qu'est-ce qu'il va faire au PDCI. Ben, il dit qu'il va pour reconquérir le pouvoir avec le PDCI. Deuxième chose, c'est un homme qui est frustré de voir le bastion du PDCI basculer dans le RHDP. Il veut donc mettre fin à ce émiettement, à cet effritement du bastion du PDCI, avec ce qui s'est passé récemment aux élections législatives partielles à Bodokro. Il en est vraiment frappé et il a dit, maintenant, il faut voir Nyamia Kona qui vient au PDCI, sinon qui revient selon l'expression qui est utilisée, parce que en réalité, il a été toujours proche du PDCI. Vous remarquerez qu'en 2021 déjà, quand il gagne les législatives en tant que candidat indépendant dans sa circonscription, il revient remettre sa victoire au PDCI en adhérant au groupe parlementaire de ce parti. C'est donc, on pourrait donc dire, ce n'est pas un homme nouveau. Mais Nyamia Kona, quelle est la qualité de l'homme? Je crois que c'est quelqu'un qui a été révélé par le régime Gbagbo en tant que dirigeant de l'une des régies financières des douanes. Et c'est là que tout le monde a remarqué ce monsieur. Et il a créé un parti politique. Il a créé un parti politique qui était l'UPC. Et par la suite, l'UPC a adhéré au RHDP. Et Nyamia Kona a été nommé au gouvernement. Il est sorti du gouvernement après avoir occupé 2 postes ministériels. Et puis après, on ne l'a plus revu. Il a abandonné l'UPC avec tout ce qui s'est passé. Il crée un mouvement politique, la Nouvelle Côte d'Ivoire, NCI. Enfin, crée la Nouvelle Côte d'Ivoire et c'est... ne pas confondre avec la nouvelle chaîne ivoirienne. Hein. Justement, c'est... Et c'est ce monsieur-là qui, à mon avis, qui a beaucoup d'idées dans la tête, qui est pétri de talent, mais qui remarque que seul ne peut pas y arriver. On a vu récemment Mabry Touakeus, qui s'est détaché du RHDP, qui est allé faire l'opposition et il a vu que seul, il ne pouvait pas. Idem pour Amontano Marcel. Donc, vous verrez que je voudrais prendre cette image où ce sont les rivières qui vont au fleuve, les fleuves à la mer. Et c'est ce qui va se passer dans la Côte d'Ivoire du futur. On ira même peut-être vers un bipartisme ou un tripartisme. Vous voyez? Et c'est ce qui a lieu aux États-Unis. Et c'est même dynamique pour la démocratie. Aux États-Unis, il y a plusieurs partis qui participent à l'élection présidentielle, mais on n'en parle même pas. On parle de 2 partis. On parle de 2 blocs, effectivement. De 2 blocs seulement. C'est ce qui va arriver en Côte d'Ivoire. Et ce sera heureux parce que avoir 10 candidats, 20 candidats à une élection présidentielle, alors qu'avec des candidats qui ne sont pas représentatifs, je pense que l'option faite par Nyamia Kona, ça n'engage que lui. Et si le PDC, s'il trouve dans le PDCI son parti où peut le mieux s'exprimer, je pense que c'est bon pour lui. Et il faudra suivre donc son association. Mais quelle place va-t-il trouver dans le PDCI où les places semblent déjà occupées? Ça aussi, c'est un autre combat. Ça aussi, c'est une autre question et on espère que quand on le recevra, il répondra à toutes ces questions. Docteur Sylvain Nguessan. Écoutez, le ministre Nyamia Kona essaie d'exploiter une opportunité dans la région du Béquet. C'est le député de Botro qui est ma localité. Je suis de Botro. Voilà. Vous avez voté? Comment? Non, je vote à Abidjan comme... Maintenant, si on me permet d'aller... Sinon, Nyamia Kona se fait élire avec le soutien des militants du PDCI à Botro. Tout comme le maire, mais le maire, lui, bascule au RHDP. À Botro, c'est la guerre avec à Bodokro, le département d'à côté, c'est la guerre avec l'autre ministre, qui fait basculer Bodokro, tout le reste, voilà. Bodokro, le PDCI saute. Quand vous dites guerre, vous faites allusion à bataille électorale, évidemment. Bataille électorale, oui, bien évidemment. L'autre sous-préfecture de Botro, Diabo, qui bascule au RHDP. Vous voyez un peu, Boaké lui-même qui bascule au RHDP. Donc jusque-là, le cadre que le PDCI avait dans le Béquet pour porter son flambeau, c'était Mangwa Jacques, qui avec tous ses déboires et à peine de vitesse, il a perdu chez nous à Bodokro, qui est le village de Sarama, Guessankro. Vous voyez un peu, les militants ne sont même pas sortis pour voter, c'est 1 sur 8 qui sont sortis. Parce que depuis qu'il a eu ses déboires, il n'y a pas eu de... Au partiel, là.
Non, depuis les dernières partielles. La dernière partielle, voilà, depuis qu'il a eu ces soucis, le PDC n'a pas vraiment été présent sur le terrain. Il a fallu cette élection pour qu'on voit les groupes. Donc pour vous, c'est une bonne pioche pour le PDCI-RDA. Il analyse son terrain, Mango a un peu de vitesse, il n'y a pas de cadre PDCI en tel que tel d'envergure. Donc il s'engage maintenant pour la lutte contre le RHDP dans le Béquet. C'est une bonne guerre. C'est une opportunité qui saisit. Non, c'est cool. Non, Landry, vous n'avez pas la parole. Landry Couillon, on est bien obligé de passer là-dessus. Dao Sekou, rapidement, Landry Couillon, attention, Sylvain Debaye, attention. Merci bien, Ali. Moi, je pense que la venue de Gnamien Konan au PDCI, pour moi, est un non-événement pour le PDCI. Parce que le PDCI, à mon sens, est un parti qui est assez fort, qui regarde sur les 5 quand même des cadres, des intellectuels de haut niveau. Donc, je pense que la venue de Gnamien Konan en son sein ne va pas changer grand-chose par rapport à l'organisation et à l'ossature même structurelle du PDCI, qui est une machine qui est une des maîtres par l'inamovible président Henri Konan Bédié. Donc, je pense qu'il vient, c'est un politicien en perte de vitesse. C'est vrai que dans un passé lointain, il a fait les choux gras des tabloïds. Aujourd'hui, il est en quête d'une certaine notoriété. Il a observé, il s'est dit peut-être cette notoriété, il peut l'obtenir en intégrant un parti comme le PDCI. Et donc, sa venue arrange plus Gnamien Konan que le PDCI. Il sait, ça va mieux le servir que le PDCI. Le PDCI n'attend rien en réalité de Gnamien Konan. Donc c'est dire... C'est son avis, laissez-le terminer, Arthur Banga. Terminez, s'il vous plaît, monsieur. Parce que lorsque je regarde même la structure, le fonctionnement du PDCI, la venue de Gnamien Konan ne bouleversera en rien l'ordre préétabli. D'accord. C'est dire qu'il vient au PDCI, c'est bien, c'est de bon augure. En politique, on ne chasse pas ceux qui viennent. Les transfuges sont bien accueillis. Mais j'ai dit qu'il n'apportera rien. Et cela montre encore que le nomadisme politique a encore de beaux jours devant nous. D'accord. Arthur Banga, vous ne voyez pas la chose de la même manière. Non. Rapidement. Première chose qu'il faut tirer, c'est que le PDCI reste déjà attractif. Ça, c'est très important. Entre août et aujourd'hui, on a eu le Je suis PDCI-RDA de Tidiane Thiam. On a Gnamien Konan qui vient. À la différence de Tidiane Thiam qui a dit Je suis PDCI-RDA et qui est perdu, Gnamien Konan, lui, il y a quelque chose qui se passe. Et la chose qui se passe, c'est quoi? Je partage tout à fait l'avis de Sylvain Nguessan. Gnamien Konan sent une opportunité. Le PDCI a perdu son leader dans le Béquet, qui est Mangwa. Donc, au contraire, le PDCI a besoin d'un homme qui va incarner face au trio que forment Assaoré, Sidi, le ministre Sidi et le ministre Amadou Koné. Il faut quelqu'un pour leur répondre. Donc, c'est un vrai mariage. Je ne crois pas que le PDCI ne gagne pas. Le PDCI gagne avec quelqu'un qui a une expérience nationale de politique, qui a été candidat, qui est l'un des rares hommes politiques aujourd'hui à maîtriser les réseaux sociaux. Il y est. Et donc, voilà quelqu'un qui peut apporter un dynamisme. Le PDCI a son bastion qui est menacé, a perdu son leader, Mangwa Jacques, qui a perdu les élections. Il y a Gnamien Konan qui est là, qui sent quelque chose, qui vient. Donc c'est un bon mariage. Et pour Gnamien Konan, si jamais il réussit le pari de gagner les régionales dans le Béquet, qui est quand même pour l'instant l'une des 6 régions détenues par le PDCI, vous voyez le boulevard qui s'ouvre pour lui. Il devient quelqu'un, il redevient un homme politique d'envergure nationale. Il y a un gros truc à jouer. Donc, donc je termine pour dire, attractivité du PDCI, qui est comme une belle Ferrari, mais qui est conduite par un conducteur de R4, donc ça montre qu'il faut changer les choses pour que la Ferrari prenne son lieu. Et puis, entre Gnamien Konan, c'est différent du Je suis PDCI-RDA de Tidiane Thiam, parce que là, il y a un Je suis PDCI-RDA qui est actif et qui vise clairement les élections de 2023. Pour terminer, je termine dessus pour dire à Tidiane Thiam, voici l'exemple, on ne dit pas Je suis PDCI-RDA pour disparaître, on le dit, on vient sur le terrain. On vous a bien compris. Antoine Saleh Tiemoko, avant de passer au carton. Bon, écoutez, moi je suis pour que les acteurs politiques qui ont les mêmes idéologies se regroupent. Je pense que Gnamien Konan, à l'origine, est un militant du PDCI. Il est allé un peu à l'aventure, il revient à la maison. Donc c'est de bonne guerre. Hein. Je pense que cela peut permettre de rebooster sa carrière politique. Si aux prochaines élections régionales, il est positionné, qu'il gagne, ça peut relancer sa carrière politique. Très bien. Au-delà de ça, ce que nous dénonçons, c'est que lorsqu'on quitte un parti, on joue un peu les héros, qu'on accuse tout le monde d'être dans la mauvaise gouvernance, qu'on accuse tout le monde d'en vouloir au pays, et puis après, quelqu'un le disait, la pauvreté n'a pas de charme. Quand on découvre ça, on revient dans son parti parce que c'est trop chaud. Il faut qu'on construise des carrières politiques qui sont claires pour les Ivoiriens. Ou bien on est de gauche, et dans ce cas-là, tout ce qu'on fait reste dans la gauche,
ou bien on est de droite et on reste dans la droite. Mais quitter la gauche pour aller à droite parce qu'il y a un intérêt à sauvegarder ne construit pas une opinion publique qui comprend les enjeux politiques. Et nous pensons que de plus en plus les Ivoiriens devraient pouvoir sanctionner les acteurs politiques qui n'ont pas de crédibilité, qui n'ont pas de parole. D'accord. C'est ce que je voulais dire. Monsieur, très rapidement, on va passer au carton de la semaine. Monsieur, les cartons de ce soir seront distribués au pas de charge. Chacun aura 30 secondes pour ses cartons. On va commencer par Landry Couillot. Alors, moi, je donne un carton vert à tous les... Vous avez 30 secondes, je rappelle. Bien sûr. Pour à tous vos tous cartons. les élus locaux, maires et présidents de conseils régionaux qui ont travaillé pendant 5 ans à transformer leur localité, apporter du bonheur et surtout ouvrir les horizons à leur population qui ne croyait en rien. Merci à vous, merci pour ce que vous avez accompli. Je peux citer 2 d'entre eux, le maire Assalé Tchomoko, je peux citer le ministre Cissé Bakongo. Ça fait plaisir de savoir qu'en dans ce pays, il y a des personnes qui sont de véritables transformateurs. Très bien. Sylvain Devailly, vous avez le rouge en main? Oui, c'est un carton rouge. Un carton rouge à celui qui porte les initiales TAG, un corps habillé à hauteur d'une rame de Yopougon. Ces derniers jours. C'est un gendarme, nous a-t-on dit? Oui, c'est un gendarme, selon des informations, qui a donc tiré sur un chauffeur de Woro, des taxis communaux. Et donc, cet acte a paralysé la commune de Yopougon pendant 2 jours. Heureusement que la circulation a repris. Et donc, carton rouge à ce gendarme, dire que l'usage de la force et l'usage des armes à feu est quand même réglementé en Côte d'Ivoire. Et il faut qu'à partir de cet acte-là, qu'on ne s'asseye pas sur les décisions à prendre. Il faut que l'État sensibilise véritablement les porteurs d'armes, disons nos forces de l'ordre, sur l'usage des armes. Il y a des corps habillés qui sont en tenue civile et qui portent des armes. Est-ce que cela est autorisé par notre loi? Si oui, il faut vraiment une véritable sensibilisation sur l'usage. Dans les boîtes de nuit, dans des bars, dans des maquis, ils ne s'en cachent même pas. Ils exhibent souvent leurs armes et puis bon, on assiste au drame auquel on a assisté. Très bien. En tout cas, véritablement, il faut que l'État agisse. Absolument. Merci beaucoup, Sylvain. Sylvain Nguessan. Carton vert au Premier ministre à son équipe. Pourquoi? Projet COSO, financé par la Banque mondiale, à hauteur de 87 milliards, pour occuper sainement les jeunes du Nord. Le Premier ministre a dit que ça toucherait, je crois, 7 régions. 3200 villages sont concernés par le projet, financement de projets de jeunes en vue de les occuper, comme on le sait, pour ne pas être des proies faciles. Pour lutter contre l'oisiveté. Voilà, le projet a été lancé le 4. Surtout. Oui, financé à hauteur de 87 milliards. Et à côté de la Côte d'Ivoire, il y a aussi le Ghana, le Togo, le Bénin qui sont concernés pour ne pas que les pays côtiers basculent facilement dans le terrorisme. Quand on veut l'équipe du Premier Merci beaucoup. Sékou Dao. Oui, carton vert au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Pourquoi? Oui, pour le travail formidable qu'il a bas en Côte d'Ivoire à travers la transformation qualitative des différentes infrastructures que nous voyons. Aujourd'hui, c'est une fierté pour nous de nous promener dans toute la Côte d'Ivoire, de voir ces infrastructures qui sortent des terres à longueur de journée, qui font vraiment la fierté des Ivoiriens. Deuxième carton vert à NCI pour ce magnifique plateau. Vraiment, j'en ai été émerveillé. Merci beaucoup. Merci à MCI. Merci également à Lydia Rassouba. Merci beaucoup. Docteur Arthur Banga. Rapidement, mon premier carton vert, c'est au CNJCI, le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, qui a récompensé lors du dîner Gala Impact certains projets qui ont impacté justement dans divers domaines. Je trouve que c'est assez intéressant d'avoir cette jeunesse consciente dont on ne parle pas beaucoup, mais il y a une vraie jeunesse dynamique en Côte d'Ivoire. Mon deuxième carton... Il vous reste 15 secondes. 15 secondes. Mon deuxième carton vert, c'est pour la belle ville de Yamoussoukro. J'y ai passé beaucoup de temps ces derniers temps. Je pense qu'il faut qu'on fasse une véritable politique pour faire de Yamoussoukro la vraie capitale de Côte d'Ivoire, parce qu'il y a tout pour permettre à cette ville de devenir une capitale dans le sens. Mon dernier carton vert, c'est la communauté scientifique. En une semaine, en moins de 10 jours, on a eu pas moins de 3 à 4 colloques internationaux qui ont été organisés. Comme pour dire à Yamoussoukro, à Abidjan, et surtout par des détenteurs de sciences sociales qui montrent encore les sciences sociales ont leur place dans notre pays. C'est cela. Antoine Assalé Tchomoko, un carton vert à Tia Salé, on s'attend? Oui, un carton vert pour Tia Salé. Pour la compagnie cacaoyère du Bandama, la CCB, dont la capacité de transformation est en train de passer de 32 000 tonnes de cacao transformé à 64 000 tonnes.
Le double, pratiquement. Le double, pratiquement. Et donc, c'est une compagnie qui est vraiment en plein essor, qui fait un gros effort. Et Carton Vert aussi à la Fondation Khalil, qui est membre de cette compagnie-là, qui a décidé d'offrir à Tess-Salé un lycée professionnel. D'accord. Très bien, merci à vous, monsieur. Carton Vert à vous tous. Docteur Sylvain Nguessan, Sylvain Guédé-Debaï, Landry Couillot, Sekou Dao, docteur Arthur Banga, Antoine Assalé Tiemoko. Carton Vert à Guillaume Bateau, qui se porte pas bien, qui est un peu souffrant. On espère qu'il va recouvrer la santé très rapidement. Un carton vert à l'épouse de professeur Simplice Dion, qui est également un peu souffrante. On leur souhaite une meilleure santé. Et carton vert à tous nos téléspectateurs et internautes, carton vert à la réalisation de cette émission emmenée par Moussa Doumbia. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro de NCI 360. Merci.